les chéris, merci d'être avec nous. Il est 18h56, on est en direct, bien entendu. Comment tout le monde va bien? Oui. Merci les chéris. Merci, ouais, c'est super. Les chéris, j'ai un coup de cœur. Vous savez, je suis un très grand fan de ping-pong, tennis de table. Et les frères Lebrun ont décroché le titre de champion d'Europe en double. Regardez, alors c'est incroyable, mais il y a le frère aussi qui a gagné. Oui. Ah oui, mais ils m'ont mis que c'est pas possible, ils font que des conneries. Il y a Alexis Lebrun qui est champion d'Europe en simple aussi. Oui. Bah, c'est ça qui est important aussi. Ouais, il a battu l'Allemand. Bien sûr qu'il a battu l'Allemand. Il a battu l'Allemand, il a battu Jürgen Schmidt. Non? Comment il s'appelle? Doka. Non, Douda. Douda. Exactement. Douda. Il a la Douda, le mec. Douda, Il a la voilà. Douda. On n'a pas des images? Oh, le cadeau qu'on prend. Ah oui, je sais pas comment on dit merci en suédois. Et ça fait 18, 2 balles de match pour Alexis et Félix Lebrun. Allez. Ils sont incroyables. Et le petit tchèque. C'est le nouveau tchèque. Et voilà, ils peuvent tomber au sol. Ils sont champions d'Europe ensemble. Il y a 2 ans, ils étaient médaillés de bronze à 16 et 19 ans. Et bien à 21 et 18, ils sont sur le toit de l'Europe. Bravo. Magnifique. Bravo. Ça fait plaisir. C'est des beaux champions. Ça fait zizir. beau, hein. Ah ouais, les mecs. C'est la 3e fois seulement dans l'histoire qu'une doublette française est championne d'Europe. C'est rare quand même. J'aimerais bien vous voir jouer contre eux. Ah bah c'est une tannée, hein. Pas de jeu. Avec les effets, ma chérie, ça va être un drame. Mais ce qui est fou, c'est ce qu'ils disent que, bon, évidemment, c'est les meilleurs de tout le monde entier, sauf la Chine. Et ils disent, mais comment on va faire un jour pour battre les Chinois? Parce qu'en fait, c'est culturel là-bas, ils commencent très très jeunes. Et il y a un décalage technique qui est trop compliqué. Et est-ce qu'ils arriveront un jour? C'est le seul enjeu. Ils sont les meilleurs de tous, sauf de la Chine. Mon oncle est chinois, moi. Pardon? Votre oncle est chinois? Bah oui. Mon oncle est chinois. Votre oncle est chinois? Il jouait toute la journée au ping-pong. Il s'appelle comment? Toute la journée. Comment il s'appelle? Chang. Non, Chang Ramuna. Non, il s'appelle Patrick Fiori. Il est chinois. Non, mais sérieux, il s'appelle, voilà, oui. Moi, mon père est en train de perdre un contrat en Chine. Il a joué toute la nuit contre des Chinois. C'était un remarquable joueur de ping-pong. Et ben, il l'a emporté après ça. Ils ont été épatés. Ils ont signé le contrat. Un contrat avec Alstom. Je vous jure que c'est vrai. Ton père? Mon père, oui. Votre père. Bah, mon père, il n'est pas né en 1820. Hein. Il y avait déjà des tables de ping-pong. Il y avait déjà les raquettes et tout. Il y avait déjà des tables de Dans les ping-pong. années 70, oui, tout à fait. Ils servent de l'alcool Pas maintenant. Je t'ai parlé. Ils servent de l'alcool dans les loges ou... Ah ouais. J'étais très fière. Ouais, bah moi, nous aussi. un grand sportif, On mon l'est père. aussi. Après, même quand vous nous racontez maintenant l'histoire, on est très fiers aussi. super Hein. fiers. Franchement, on peut être qu'être fiers. Bravo. Votre papa a gagné un... Ah ouais, c'est un sacré bonhomme. Oui, bon, bah, on l'embrasse. Comment il s'appelait? Jacques. Jaco. On l'embrasse. Et Ah votre oui, là. Et votre maman? Ma maman, elle est toujours là, mais sais. elle, c'était le badminton. Ah ouais, bah, c'est pour ça. c'est comme ça. Elle nous a transmis l'amour du Voilà. badminton. Mais les mecs, ça fait 15 fois que je dis à la prod que je Mais voudrais c'est vrai, qu'on un amène filet, des hein. badminton, et ils n'écoutent rien. Voilà. Donc un jour, on fera un badminton ensemble, peut-être demain. Ouais. Alors, et les garçons, je les adore. Qui? Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Elle est en décalage, mais elle arrive. Là, elle va me dire oui, j'ai envie de jouer au badminton. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je joue au ping-pong aussi avant, plus du tout. Il y a des fils qui se touchent là. J'étais vexée parce qu'en Laponie, vous m'aviez rétamé et j'étais vexée parce que normalement, au début, je jouais bien. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui. Elle veut changer sa Puis boîte. un jour, on rencontre Hanouna et on se dit putain, je suis mauvaise. Non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au ping-pong, c'est vrai. Oui. Eh, mais vous croyez qu'on est chez vos mères? On va rejouer. Cette semaine, on va rejouer au ping-pong. Et celui qui me bat au ping-pong repartira avec un très beau cadeau. Sur une petite ou sur la grande table? Comme les cadeaux qu'on a gagnés tout à l'heure. Petite, grande, etc. Non, mais voilà, je le dis. Non, mais ça marche pas. Quoi? Non, mais au moins, je sais pas, donnez-vous une difficulté. Je joue avec la main gauche, avec si vous les voulez, yeux alors, bandés. si vous voulez. Les yeux bandés, Si vous voulez. pas mal. Je peux jouer. Une main dans le dos. jouer, si vous voulez. Avec Je votre peux jouer à portable. 4 pattes. 4 pattes. Oui, mais nous, À mais du genoux, coup, je l'ai fait cet été. Je l'ai fait cet été, je joue à genoux. Hein, tu vois ou pas? On l'a fait avec des potes. Oui, là, c'est là, on joue avec des potes à genoux. mais c'est comment en J'arrive fait? à ce niveau-là de la table, mais ça peut gagner quand même. Ah ouais? Ouais. Ok, On jouera à genoux. Contre moi, ça c'est sûr. Grande table ou petite table? Ce que vous voulez, petite, grande, moyenne, c'est ce que vous voulez. Voilà. C'est vous qui choisirez. On mettra plusieurs tables ici. On est en train d'organiser ça. Voilà, merci. Trop bien. Les chéris, j'ai regardé 100 jours avec les gendarmes de Champagne. Un accident filmé en direct, regardez. Pendant une intervention lambda sur l'autoroute, les gendarmes et les caméras de C8 ont assisté en direct à un accident de ouf, regardez.
Une voiture est arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. On va aller voir ce qui se passe, parce qu'on est quand même sur l'autoroute, il y a du flux. Benjamin sécurise la voie. Quand soudain... À peine croyable, le jeune gendarme assiste à un accident en direct. Une situation d'une extrême dangerosité. Stop. Mais qui ne l'arrête pas. Arrête-toi. Ça va? Ça va? Vous êtes combien dans le véhicule tout seul? Ok. Ça va aller pour sortir? Ouais. Je vous la tiens. C'est juste parce qu'il y a de la fumée. C'est l'airbag, c'est normal. Vous êtes toute seule dans le véhicule? Ça va? Par miracle, les deux conducteurs ne semblent pas blessés. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais. Ah oui, quoi, Chilou? Mais c'est incroyable, c'est hyper impressionnant. Et le gendarme qui traverse comme ça l'autoroute, moi je trouve ça magnifique. Alors, vous savez que traverser le périph', c'est extrêmement dangereux. L'autoroute. Ah oui. Je crois que c'est L'espérance de vie 20 minutes. L'espérance de vie 20 minutes. Même pas. Non. C'est pas 20 minutes. L'espérance de vie 20 minutes, c'est dans le lit Daniel Moreau. À 6 minutes, c'est l'autoroute. Dans le lit Dani. L'autoroute, c'est un petit peu moins quand même. Voilà, ça, un petit peu moins. Et non, mais c'est vrai que vous avez déjà fait un très gros accident, vous avez eu très peur. Gilles Verdel. Moi, quand on partait au Sport d'hiver avec mes parents, il y avait encore au-dessus des voitures, vous savez, des galeries. Ah, on mettait des vélos ou des skis. Et on était vers Clermont-Ferrand, on allait dans le Massif central, sur la route gelée, et la voiture devant nous a perdu ses skis. Non, merde. Si. Et en fait, ils ont tapé sur notre... C'est les bronzés. C'est les bronzés. C'est passé à ça, maman. Il y a 2 ans. Non, mais Parce que ça a tapé sur la partie avant de la voiture, mais ça n'a pas rebondi dans le pare-brise. Alors, c'est 10 minutes sur le périph'. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, oui. Moi, il y a 2 ans. Vous voulez parler 25 ping-pong? Non, il y a 2 ans, 25 décembre, on remontait sur Paris. Et Alain s'est endormi à cause des médicaments. Il a tapé d'un côté de l'autoroute, il a tapé de l'autre. Et on a fait un tonneau et on est retombé sur les roues. Et vous avez rien eu? Non, et merci Renault Assistance parce que la nuit de Noël, ils bossaient quand même. C'est Renault Assistance. Ah bah ils sont contents. Il y a une bonne dans la région. Non, mais ça va. C'était à Beaune. On a fait Beaune-Paris en tonneau. En taxi. C'est magique. En tonneau, tout le temps en tonneau. Non, bah, j'embrasse Alain, votre mari, j'adore. Il n'a plus conduit depuis. Bah, heureusement, oui, je pense que c'est mieux. Mais vous avez rien eu? Ah si, on avait des ecchymoses de partout, mais on était vivants. Merci mon Dieu, le jour de Noël. Très bien, c'est important, merci. En tout cas, ça met la patate. Les accidents, c'est joyeux. La France est championne du monde. Sachez-le, j'ai une info pour vous. La France, ça y est, la France est championne du monde. La France est officiellement championne du monde de coiffure. Lundi 14 octobre, une Française, Léa Bonetto-Marmugy, est devenue championne du monde de coiffure. Regardez, franchement... c'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Bah, on est fiers. Oui, on est champion du monde de coiffure. C'est génial. Une Marseillaise, même. À la fin de la séquence, il y aura peut-être une Marseillaise. J'espère. Attendez, sachez qu'elle a coiffé Thomas. Guénolé. J'ai pas vu venir la balle perdue. Allez, regardez. J'avoue. C'est des cheveux en blanc et en orange ou c'est des plumes? C'est tellement beau. Oui, c'est en fait les têtes arrivent longues et blanches. Et après, c'est à nous de les couper et de les colorer en amont. Et donc après, on a 35 minutes pour réaliser les coiffures. C'est en 35 minutes que vous faites ça? En 35 minutes, oui. Je suis au travail donc la semaine, donc 9 heures de travail par jour. Et ensuite, le soir, on enchaîne jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, voire 4 heures des fois. Elle travaille au Mans, elle est depuis 1 an en équipe de France. Franchement, c'est magnifique ce qu'elle fait. L'équipe de France de coiffure. De coiffure, bien sûr. S'il y a une équipe de France de conneries, vous pouvez... C'est clair. Oui, Kelly. Surtout qu'à ce stade-là, on peut considérer que c'est de l'art. Bien sûr. La coiffure. Oui, mais l'équipe de France. Et alors? C'est de la sculpture. Tous les métiers. Par contre, moi, j'ai un championnat pour être canon. C'est au Japon. Il existe un autre championnat, c'est le championnat de la glande. Ah oui. Pour toi, ça. Le but, ne rien faire le plus possible. À mon avis, vous avez toutes vos chances. Regardez. C'est pas facile. ぼーっとする大会の選手の皆さん、本当に心拍数の計測第1回目お願いします。残り60分立ち続ける。C'est incroyable.
c'est de ne rien faire. Le but, c'est de ne rien faire. Voilà, dès qu'on bouge, on est éliminé, c'est par élimination. Et ils font ça super bien. Alors, il y en a qui dorment. Ça, c'est plus facile quand on peut faire la sieste. Et sinon, c'est très dur de rester immobile, quasiment immobile comme ça. Manger un tout petit peu, c'est pas facile. Ah, c'est chaud, hein, ouais. C'est très chaud. C'est peut-être le seul truc que vous pourriez pas faire, non? Ah, franchement, ouais. Ah ouais, non, c'est bon. Ça, franchement, je tiens pas 2 minutes. Hein. Mais c'est un enfer, c'est quoi ce truc-là? Benaïm, vous pourriez le faire. Hein. Oui. Merci Benaïm, excusez-moi de vous avoir réveillé. Elle était déjà dans le championnat. Les chéris, hier, encore record d'audience pour Face à Hanouna. Et on recevait notamment quelqu'un que j'aime beaucoup. Jocelyne, exactement. Jocelyne, qu'on appelle aussi la femme chat. Elle est incroyable, je l'adore. Et c'est vrai que ça fait énormément réagir sur les réseaux. Regardez, c'était hier dans Face à Hanouna sur C8. Merci. On peut lancer les images de tout le monde, mais nos propres images, ça ne passe jamais. Voilà, donc apparemment, on a les images, mais on n'a pas le son. Des images de la Chine, on a des images de la Chine. C'est mes propres images, hein, donc voilà, c'est comme ça. On va passer à un autre truc. Et on les passe pas pour de vrai? Pour l'instant, on les a pas. C'est incroyable. D'accord. Les chéris, je voudrais vous montrer quelque chose qui est le pont de Var. Le pont de Varques, dans les Ardennes. Vous connaissez, Gilles? Oui, absolument. C'est un pont qui a été construit il y a 7 ans. Et ce pont ne mène littéralement nulle part. Et aucune voiture ne l'a jamais emprunté. Il a coûté 3 millions d'euros. Regarde. Voilà. Depuis 7 ans désormais, ils ont sur leur commune un pont d'une trentaine de mètres de long qui ne mène nulle part. Il a coûté près de 3 millions d'euros. C'était un projet du conseil départemental pour relier une autoroute à une nationale. Des familles ont été expropriées. Le pont a bien été construit, mais le reste du chantier de raccordement a pris du retard. Et puis, la justice administrative s'est prononcée et elle a invalidé jusqu'au Conseil d'État il y a 3 ans qui a définitivement enterré le projet, mais pas le pont. Un beau gâchis d'argent public et personne ne sait quoi faire de ce pont à 3 millions. C'est fou ça, c'est un pont à 3 millions, oui Valérie Benaïm. Vous vous souvenez de l'émission Combien ça coûte sur TF1 avec Jean-Pierre Pernaut? C'était la spécialité de cette émission, c'était de regarder un peu la gabegie. Oui, alors et en fait, on se rend compte qu'en France, il y a énormément de chantiers comme ça qui démarrent. Et c'est de l'argent public. Et en fait, ils s'arrêtent pour des raisons administratives ou autres. Et c'est l'argent des Français. Oui, il y a eu des recours contre les expropriations. Parce que pour relier la nationale et l'autre route, ça nécessitait d'exproprier des gens. Ces gens ont fait 3 ans de recours. Le préfet avait pourtant donné son accord. Mais au fil des recours, le projet s'est complètement enterré. Et le Conseil d'État, au bout d'un moment, a dit stop, on arrête tout, quoi. Et figurez-vous qu'au-delà des 3 millions, on est encore obligé de payer pour les expropriations qui ont eu lieu. Et ça, c'est le contribuable qui paye pour un projet qui ne verra jamais le jour. Ce qui est fou, c'est qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait urgence à faire un pont là. C'était pour contourner Charleville-Mézières et les Carnions. Regarde, il y a des champs à droite, des champs à gauche. Il paraît que Fatou a fait un pont pour vous contourner. Comme ça. J'ai l'impression qu'il y a urgence. Alors, on a les images de Jocelyne Wildestein, dit la femme chat. Ça a cartonné hier soir. Vous étiez très nombreux à regarder cette émission. Regardez ce témoignage. C'était sa première télé en France. Hein. Voilà. On en fera d'autres, mais regardez. Vous avez eu recours à la chirurgie esthétique, mais c'était pas par rapport à votre mari? Non, du tout. Du tout. Pourquoi? En fait, c'était juste comme ça. C'était comme tout le monde. Là, vous vouliez vous changer de tête? Vous vouliez quoi? Ah, j'ai jamais voulu changer ma tête. D'accord. D'ailleurs, ma tête, si on regarde quand je suis toute jeune et qu'on voit mes yeux, ma fente d'œil, mon nez, peut-être la bouche un petit peu plus épaisse. Oui, voilà. À la marge, à la marge. Un petit peu. À la marge. Mais sinon, le nez, c'est vrai que vous avez toujours eu ce petit nez. Ah, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Jocelyne, elle est incroyable. Cette femme est incroyable. Je l'adore. Hein. Je suis fan d'elle. Elle a 79 ans. Oui. 79 ans. Elle est incroyable. Elle est très sympathique. Je la kiffe de ouf. Et c'est vrai qu'elle fait. Tout le monde parle d'elle. Hein. C'est la femme chat. Tout le monde appelle la femme chat. C'est incroyable. Et quelle vie. Parce qu'il y avait une rumeur qui est fausse d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit, c'était que son mari adorait les animaux et notamment les chats et qu'elle se serait limite transformée en chat pour son mari, mais c'était une fausse rumeur. En fait, elle s'en foutait totalement de son mari. Enfin, voilà. Elle a 84 ans. 84 ans. Ah, la vieille, là. Ouais, elle a pris 5 ans. Il leur pose la question dans 2 minutes. Elle a pris 5 ans en 20 secondes. Ça vieillit très vite ici. Hein. En fait, elle n'a pas d'âge, c'est une créature. Non, mais 84 ans, c'est exceptionnel. Franchement, 84 ans, les mecs, je vous souhaite.
Je vous souhaite. Il y a un couple dans le Nord. Une notion du concept d'opération à la marge. Quoi? Bah oui, c'est à la marge. Oui, parce qu'en fait, quand vous la regardez bien, c'est juste les joues, elle a fait surtout. Mais la bouche n'a pas bougé, rien à bouger. Est-ce qu'elle est pareille en vrai qu'à la télé? Non, rien à voir. Oui, bien sûr que oui, bien sûr, c'est la même. Parfois la télé, ça grossit la télé. Non, elle est assez conforme, mais elle est plus belle en vrai. D'accord. Elle est plus belle en vrai, beaucoup plus belle. Allez. Leur coq chante trop fort, les propriétaires sont poursuivis en justice. Gilles Verdet. Il s'appelle Rico, le coq. Ah oui. Et c'est vrai, alors c'est toujours le problème entre ville et campagne. Le problème, c'est que le coq, il chante et que le fermier avec le coq, il était là depuis longtemps. Puis des gens sont arrivés en 2021 et ils ont trouvé que le coq chantait. Alors ils ont attaqué, il y a bientôt un procès d'ailleurs, le 14 janvier. Le problème, c'est qu'il y a une loi qui est passée entre-temps, en 2021, c'est la loi son et odeur. C'est-à-dire qu'on considère que les sons et les odeurs font partie du patrimoine français. Donc si vous vous installez dans une région où il y a un coq, vous savez que le coq est susceptible de faire du bruit. C'est comme avec les vaches ou les chevaux, c'est des nuisances qui sont légitimes. Donc c'est pas du tout sûr que les voisins qui crient parce qu'ils estiment que le coq les réveille à pas d'heure, etc., c'est pas sûr qu'ils gagnent. Alors, on a une vidéo du coq qu'on vous montrera dans un instant, bien entendu. Je vais demander à Isabelle également de faire le coq, parce que c'est ce qu'elle fait le mieux. Et puis, il y a des coups de cœur et des coups de gueule. Il y a un gros coup de gueule de Jean-Michel Maire qu'il ne faut pas louper. Et il y a un coup de cœur, il y a un coup de cœur de Gilles Verdez. Hein. Pour une fois que c'est un coup de cœur, je suis content. Ah, il y a un coup de gueule de Kelly également. Kelly Vedevili qui a un coup de gueule. Là, tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, il est 19h19. On est en direct et c'est la tribu 2. Merci les amours d'être là. Je vous parlais d'un coq qui chante trop fort, les propriétaires sont poursuivis en justice. Isabelle. Ouais, pardon. Je le sais, c'est le même. Fermez les yeux. Incroyable. Je le sais, c'est son hit. On va pas se raconter l'histoire. Vous pouvez pas nous le refaire une petite fois? Franchement, c'est un talent. Hein. Attention, tiens peut-être un truc. Regardez. C'est ici que vit le coq Rico. La voisine, qui l'assigne en justice, veut rester anonyme. Mais elle nous a confirmé que le chant du coq l'empêche de profiter de son jardin. Pour pas gêner les voisins, on l'a fait de manière qu'il s'ouvre à 8h30. Pour qu'il ne chante pas avant 8h30. Voilà, exactement. La voisine n'a pas voulu nous dire combien d'autres habitants se plaignent de Rico. Son propriétaire nous a montré, lui, plusieurs attestations. On a été tous les voir, tous ses voisins, tous ceux qu'on a vus. Nous ont dit que le coq ne les dérangeait pas et au contraire, ils voulaient entendre le coq chanter. Voilà Gilles, oui, faire de fou. Même merci, vous nous en avez déjà parlé tout à l'heure, on va pas faire de suite. 12 heures quand même sur le coq, hein. Merci Gilles Verdet. J'ai une très triste nouvelle les chiens. Et vraiment, je vous jure que ça m'a fait énormément de peine. Vous vous rappelez de la vache emportée par les eaux? Oui. Oh là là. Elle a été retrouvée morte, regardez. Oh. Ça m'a fait quelque chose. Ouais, je suis dégoûté. Si, toi aussi? Pas moi. Bah si. Pas moi. Ah oui. Non mais franchement, je suis... Voilà. Non mais elle était destinée à être mangée, cette vache. Non, mais moi, ça m'a fait de la peine de ouf. Ouais, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Excusez-moi. Voilà, ça m'a fait plus de peine que voilà. Je vous le dis. Elle a été emportée sur plusieurs kilomètres. Et les 4 autres vaches, elles étaient 5 encerclées par les flots. Et alors, les autres? Elles ont réussi à aller sur la rive avant d'être emportées. Et elle a été emportée. En revanche, il y a des troupeaux qui ont été emportés, y compris de canards et de poules. Tu sais faire le canard? Hein? Tu sais faire le canard? Faut que je me pince les joues, non? Essayez. Non. Bah si, allez. Non, mais non, je retire le dentier. Isabelle, ne l'écoutez pas. Vous êtes magnifique. Je casse les noix avec mes dents. Pas les tiennes, hein, mais je casse les noix avec mes dents. Alors, montrez-nous. Non, là, j'y arrive pas. Essayez. Si. C'est canard, ça. Canard. Ah ben oui, quand il est comme ça, oui. Merci Isabelle. Vous faites une très bonne émission. À New York, ce samedi se déroulait la 34e édition de la parade d'Halloween des chiens. C'est sur l'avenue principale de l'East Village, dans la Tompkins Square Halloween Dog Parade. A lieu cette saison. Regardez, c'est une parade de chiens. C'est magnifique.
Oui, c'est ça. Oui, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on va se déguiser pour Halloween? Oh, bravo. Thomas, très bonne question. Bah oui. Bravo, oui, bien sûr que oui, mon chéri. On sera déguisé, bien entendu. Bravo, Thomas Guénaud. Bravo. Bravo. Bravo, Thomas. Bravo. Quelle bonne question. Prenez-en de la graine, un petit peu là. Thomas, il a soif de Darka depuis le début. Il veut combattre à l'épée. Il veut que rigoler. Il veut que rigoler, Thomas. Je suis TPMP, canal historique. J'aime bien. Merci, bravo. Alors moi, j'ai soif de Rasra, mais je déteste cette parade. Je trouve que c'est insupportable. Alors pour moi, je pense que je suis la seule ici à aimer les animaux. Parce que t'en as pas. Elle en a pas, mais elle aime les animaux. Non, mais je sais pas, mais en fait, c'est pas des accessoires, en fait, c'est pas des joujoux, c'est pas des poupées. Alors on leur met des petits nœuds, on leur met des robes, c'est mignon. On leur met, je trouve que c'est justement Géraldine. Il kiffe lui, tu penses? Il boite. La France est un pays raciste, anti-chien. C'est de la maltraitance. Engrainé par le. Non mais sans rigoler, aux États-Unis c'est cool, il y a des parcs à chiens partout. À Paris, vous sortez votre chien 5 minutes, vous vous faites insulter directement. C'est invivable d'avoir. Donc lui, il est heureux, ce chien, il est heureux là. Bien sûr qu'il est heureux. C'est flicou, c'est flicou. Mais bien sûr. Regardez, elle est hyper heureuse. Regardez. Ils sont dans des boîtes, ils sont harnachés dans des boîtes avec des nœuds. Regardez. Mais là justement, Géraldine. Lui, il est au top. Ah ouais, c'est vrai qu'il a l'air vachement fort. Mais Géraldine, ça nous montre que justement, là, c'est le temps d'une journée. Et j'étais en train de dire pendant le magnéto à Thomas, salut les nazes, ceux qui se plaignent de cette journée-là. Bien sûr. Malheureusement, ça tombe sur toi. Ah, mais moi, je suis naze. En fait, le problème, c'est que là, c'est que le temps d'une journée. Et ça nous montre à quel point ils sont chouchoutés le reste de l'année. Mais ils t'ont pas dit qu'ils le déguisent toute l'année. C'est juste le temps d'une journée pour rigoler, pour s'amuser justement avec les animaux qui les accompagnent toute leur vie et avec qui ils passent des bons moments. Et c'est juste le temps d'une journée. Donc là, ils sont absolument pas traumatisés. Bah, moi, je sais pas, tu les interroges, les chiens, tu leur demandes est-ce que t'es traumatisé? Mais le temps d'une journée, avoir une casquette le temps d'une journée, c'est pas un traumatisme. Mais c'est pas des doudous, c'est pas des. Mais non, c'est pas des doudous. Les chiens, la seule chose qu'ils veulent, c'est de l'attention de leur maître. Être avec leur maître et avoir de l'attention. Bien sûr. Non, voilà, moi je sais qu'on les taxe comme à Paris. Avec des nœuds et des escarpins, enfin pitié. Moi j'avais un phoque, Bibi phoque. Le roi des phoques. Mais non. Eh ben, il adorait se frotter à moi, tranquille, on était bien, on partait en vacances ensemble, etc. Ah oui, vous vous rappelez de Bibi Phoque, le dessin animé? J'adore. Dans l'Antarctique, le roi des phoques. Le roi des phoques. Ça me va. J'adore. Kelly Vedovelli qui discute avec son voisin depuis le début. Je vais vous les deux, c'est comme avec Polska, c'est insupportable. Il ne faut pas discuter pendant l'émission. Kelly Vedovelli, vous connaissez les règles, vous devriez lui dire. Bon, on fera votre coup de gueule après parce que vous êtes insupportable. Ah, je veux bien faire mon coup de gueule. Non, c'est moi qui dis. Mais c'est lui qui me parle. Bah oui, mais c'est pas elle ment. J'ai vu que c'est vous qui vous parlez. Alors que Polska, c'est vous qui lui parlez. Ça, c'est vrai. Ouais, je sais, exactement. C'est vrai. Oui, parce que vous préférez Polska à Kelly. Merci. Guillaume. Oui, j'ai un coup de cœur. Alors, il y a quelques jours, on célébrait un triste anniversaire, celui du décès de Samuel Paty, qui a été décapité par un terroriste islamiste radicalisé. Et il était enseignant dans un collège à Conflans-Sainte-Honorine. Et souvenez-vous, quelques semaines après sa mort, il y avait eu un débat sur le fait qu'il faille renommer ou non ce collège au nom de Samuel Paty. Et certains avaient peur par la pression, par les menaces, parce qu'on rappelle qu'il a été égorgé pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Et certains, par peur de cette pression, ont refusé de le faire. Finalement, le collège a accepté, ils n'ont pas cédé à la menace, ils n'ont pas cédé à la pression. Donc bravo, le collège est renommé Samuel Paty. Bravo. Bravo Guillaume. Bravo Guillaume. Moi j'ai un coup de gueule. Ça concerne un chauffeur-livreur. C'était dans la zone interdite hier, qui fraude les impôts. Ce chauffeur-livreur s'appelle, il se fait appeler Ray. Il fraude les impôts depuis 5 ans maintenant. Voilà. Moi personnellement je ne le connais pas, mais regardez. Raymond. Chaque année, le livreur affirme gagner 50 000 € net. Or, en 2023, comme à chaque fois, il a déclaré une somme ridicule. Comme c'est déclaratif, je fraude le fisc et les cotisations sociales et je déclare un peu ce que je veux, quoi. Et ouais, du coup, je déclare chaque mois 15 € au lieu de 4 000 € que je devrais réellement déclarer. Si Steve payait ses cotisations sociales et ses impôts, il empocherait, selon nos calculs, environ 3 000 € par mois. Steve verse son argent sur un compte à l'étranger. En 5 ans, malgré les aberrations de sa déclaration fiscale, il n'a jamais été inquiété. Ah ouais. Calomnie. Calomnie. Non, mais Raymond, voilà. C'est pas un chauffeur-livreur.
c'est un entrepreneur qui a son compte et qui s'amuse comme tout entrepreneur pourrait le faire, un boulanger, un charcutier. Il vous fait mal ça vous fait mal ça fait mal de dire que les chauffeurs-livreurs, on peut pas, quand tu es salarié, tu as ta fiche de paye, à la fin tu as ton imposition sur le revenu, tu peux pas frauder le fisc, à moins de faire une fausse déclaration d'impôt et tu as un redressement fiscal derrière. Ça c'est un entrepreneur, c'est tout. C'est pas un chauffeur-livreur qui est en voiture. Il est où son camion? Son camion, il est devant. Merci. Kelly, vous avez un coup de gueule? Oui, j'ai un coup de gueule contre Europe Écologie, les Verts. Tu commences déjà à te marrer, toi? Ouais, je sens que c'est pour moi. Qui soutiennent une pétition sur Internet pour installer des salles de shoot dans la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. D'ailleurs, je suis étonnée que ce ne soit pas à Paris parce que je pense que Hidalgo aurait pu le faire. Et je trouve ça honteux, en fait, parce qu'il y a plein d'autres endroits où le faire. Et pourquoi l'instaurer à la basilique directement? Vous avez raison, je suis avec vous, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai un truc qui me dérange, en fait. C'est que j'ai l'impression que ce pays n'aide pas les Français qui font tout bien. Les Français qui cherchent du travail. Il y en a plein qui cherchent du travail, qui n'arrivent pas à en trouver. Eux, on les aide pas. Il y en a plein qui travaillent toute la journée et qui aimeraient avoir une petite aide. Eux, on les aide pas. Mais on pense à ouvrir des salles de shoot. On pense à aider des personnes qui sont parfois avec une obligation de quitter le territoire français. Mais les Français qui travaillent... Les Français, on a l'impression que les Français qui font tout bien, c'est eux qui vont se faire douiller à la fin à chaque fois. C'est ça qui est incroyable. À la malhonnêteté. Non mais c'est ça, c'est prime à la malhonnêteté, c'est prime aux gens qui voilà. Je suis désolé moi. Alors bien sûr, je pense qu'il faut les traiter les gens qui ont des problèmes comme ça. Mais moi, je suis part d'un principe. Je veux d'abord aider tous les Français qui essaient de travailler, qui essaient de s'en sortir, qui essayent de se réveiller le matin et d'essayer d'allier leur vie, aux Français qui essaient de se réveiller le matin et d'aller chercher du travail et qui n'en trouvent pas malheureusement parfois. Voilà, on préfère aider tous ces Français-là. Plutôt, on a l'impression que tout notre argent part pour aider, je l'ai déjà dit dans ce pays, en France, on n'aide pas ni ceux qui travaillent, ni ceux qui créent de l'emploi, parce que les petites TPE, les petites TME, les petites... C'est insupportable. C'est insupportable. Les petites et moyennes entreprises, on les aide pas. On essaie de chercher que des trucs. Alors, je veux bien, moi, le social. Hein. Mais à un moment, attention, trop de social tue les personnes qui ont vraiment besoin d'aide et qui essaient de s'en sortir. C'est-à-dire que tous ceux qui... Parce que comment il y a de personnes qui travaillent et qui ne s'en sortent pas? Les agriculteurs, moi je préfère aider les agriculteurs. Je pense que c'est plus une priorité pour moi d'aider les agriculteurs plutôt que d'aider des personnes, excusez-moi, qui ont besoin de salles de shoot. Je suis désolé, c'est pas, pour moi, ça n'est pas une priorité. Et dans une église, parce qu'on n'aime pas les Français, mais on n'aime pas nos églises. Comme je le dis à chaque fois, alors dans une église, on peut tout faire avec la religion catholique. À chaque fois, on est là pour salir la religion catholique. Dès qu'on peut salir la religion catholique, on le fait. On l'a vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et tiens, on va mettre un petit coup. On va salir la religion catholique. Tiens, ça, on va le faire. Là, dans une église, non mais y a rien qui va. Les mecs, un moment, moi, je n'en peux plus. Je suis vraiment, et je pense à toutes les personnes, tous les catholiques, qui nous regardent, qui nous regardent tous les soirs, et qui se disent, on a l'impression qu'on nous respecte pas. Après, les catholiques accueillent tout le monde aussi. Oui, mais c'est aussi le message de la religion. Oui, mais le message de la religion. Moi, j'ai pas envie d'avoir une église avec une salle de shoot. Non, mais je suis désolé. Mais normalement, c'est le message de la religion catholique. Oui, mais le message aussi. C'est pas le shoot. C'est pas le shoot, le message de la religion catholique. C'est pas. Même tous ceux qui sont sortis de la route. Oui, même tous ceux qui sont sortis de la route. À un moment, il y en a beaucoup qui sont sur la route, qui sont en difficulté. Ah, mais ça, je suis d'accord. Il faut déjà aider ceux qui sont sur la route avant de sortir, avant d'aider ceux qui ont roulé à 250 km/h et qui sont sortis de la route. Je suis désolé. Merci. Géraldine. Oui, Kelly. Ah mais je suis contre. Donc Après, si on peut quand même se permettre de dire que l'addiction, après, c'est quand même considéré comme une maladie. Il faut soigner tout le monde quand même. Moi, j'aimerais qu'on donne plus d'argent à l'hôpital pour pouvoir faire ces salles-là à l'hôpital, là où on est censé le faire pour soigner les malades, parce qu'ils sont quand même considérés comme des malades. Après, au-delà de ça, le faire dans une basilique, je trouve que c'est une ineptie totale. Ça veut dire qu'aller faire ça, je sais pas, on vous dit on va ouvrir une salle de shoot dans une mosquée, dans une synagogue. Enfin, je veux dire, pourquoi en fait? Pourquoi? Il y a des millions d'endroits où on peut le faire. Dans une mosquée ou dans une synagogue, ça aurait été pareil pour moi. C'est inadmissible. C'est exactement la même chose en fait. C'est inadmissible. Pourquoi vous voulez faire ça dans des lieux de culte? Laissez les gens prier dans leur mosquée, laissez les gens prier dans leur synagogue, laissez les gens prier dans leurs églises et arrêtez de vouloir tout salir. On fait ça à l'hôpital comme on soigne des malades. On ne fait pas ça à la mosquée, on ne fait pas ça dans une synagogue, on ne fait pas ça à l'église, on fait ça à l'hôpital. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est encore le monde des woke. Je suis désolé, c'est le monde des woke. Et j'ai rencontré un professeur de lycée qui est venu me voir cette semaine, ce week-end, là, il est venu me voir, je ne le connaissais pas, il est venu me voir, il m'a dit « Cyril, vous ne savez pas
ce que la culture woke fait comme dégâts dans les lycées. Il m'a dit, je suis prof de mathématiques. Il m'a dit, quand on a une classe où il y a 15 filles et 25, quand il y a 10 filles et 20 garçons, on dit, ah non, il faut refaire la classe parce qu'il faut vraiment 15 filles, 15 garçons, sinon on va avoir des problèmes, parce qu'il faut une équité. Il me dit, mais c'est des problèmes toute la journée au niveau des toilettes, c'est devenu l'enfer. On va aux toilettes, il me dit, franchement, c'est devenu insupportable. On peut même plus enseigner. On ne s'occupe que de ces problèmes toute la journée. Je vous dis, vous faites énormément de mal. Je m'adresse à vous, Thomas Guénolé, parce que vous vous dites wokiste. Vous faites énormément de mal à la société. Ambassadeur du wokistan, pour être tout à fait précis. Bien sûr, et vous faites énormément de mal à la société. Moi, tout seul. Mon but dans la vie... À moi tout seul, d'ailleurs, je distribue moi-même des mon but dans la vie, c'est de vous combattre. Non mais c'est vrai. Et vous allez gagner. Ah ouais, mais je sais que je vais gagner. Bah, non oui, mais j'ai déjà plusieurs duels en attente. Oui, non mais mon but dans la vie, c'est de vous combattre parce que vous faites énormément de mal. Thomas Guénolé, d'ailleurs, vous êtes pour cette salle de shoot. Ah oui, absolument, oui. Ah, voilà. À Notre-Dame-de-la-Garde. Et dans une église. Alors, si je peux me permettre, avant qu'il parle, on en a parlé tout à l'heure. Son problème à lui, c'est que pourquoi il est pour, c'est parce qu'il ne croit à rien. Donc en fait, il ne respecte pas les gens qui croient. Oui, mais même moi. C'est bien, mais j'ai pas besoin de ventriloque, en fait. Ah oui, mais je préfère parler. Comme dirait Emmanuel Macron, je n'ai pas besoin de ventriloque. Avant que tu dises tes conneries, c'est tout. Mais j'allais pas aller sur cet angle-là, parce que mes convictions ne regardent que moi. Alors vas-y Thomas. Oui, mais ça a un sens. Laissez-le parler. Ouais, déjà, bon, il y a deux sujets. Il y a les salles de shoot en soi, et puis il y a une salle de shoot dans une église. Vous dites quoi des salles de shoot déjà? Les salles de shoot, je suis à fond pour. D'abord, il y a sans doute des toxicomanes. On va vous mettre une salle de shoot en bas chez vous. Chez vous, vous allez voir. Il y a sans doute des toxicomanes qui nous regardent. J'ai une pensée pour eux et puis pour leur famille aussi, parce que c'est pas des situations faciles. Moi, j'ai surtout une pensée pour les Français qui se lèvent tôt et qui nous regardent et qui travaillent. Cyril, faites attention. Il y a des toxicomanes qui travaillent. Oui, bien sûr. Il y a des milieux d'ailleurs. Mais faites attention à quoi? C'est quoi? Mais parce que vous dites, il faut avoir priorité envers les gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent et qui par ailleurs sont toxicomanes. Vous voyez? Vous comprenez? C'est ça que je dis. Et quand on dit qu'on veut salir les églises, en quoi accueillir des toxicomanes serait salir une église? Un toxicomane, ça n'est pas sale. Un toxicomane, c'est un malade. Et surtout, on va vous mettre une salle de shoot au Moyen-Âge. Attendez, juste, j'ai attendu. Laissez parler Jean Reno. Et j'ajoute, au Moyen-Âge, c'est une tradition qui s'est perdue. C'était totalement normal pour une église d'accueillir des gens qui sont malades et d'en prendre soin. Et j'ai une seule limite, moi, par rapport à ce que propose cet élu Europe Écologie Les Verts. Moi, je demande juste que l'église, le clergé, soit d'accord pour les accueillir. C'est la seule condition. Et j'aimerais bien, en fait, qu'ils se portent volontaires. Voilà, j'ai fini. C'est pas le mec d'Europe Écologie Les Verts qui propose. Lui, il soutient. C'est un habitué de Notre-Dame de la Garde. Voilà ça. C'est un habitué qui propose. C'est lui qui propose. Si l'église est d'accord, j'aimerais avoir Raymond un peu. Moi, quand je vous entends, je suis d'accord pour soigner. Vous avez dit le mot soigner. Kelly, elle a dit il faut les emmener à l'hôpital pour les soigner. Magnifique. Sauf que là, une salle de shoot, tu y vas pour quoi faire? Pour te shooter? Non, ça, il y a un accompagnement médico-social aussi. Dans le médico-social, il y a aussi ça. Un accompagnement médico-social. Vous savez comment ça coûte ça? Vous savez comment ça coûte aux Français ça? Vous savez comment ça coûte aux Français ça? Mais moi, je vais pas laisser crever des toxicomanes. Non, effectivement, je pense que c'est normal de les accompagner. Pourquoi tu nous fais passer? On n'a jamais dit ça. Les gens qui vont prier se recueillir. Bien sûr. Imagine, est-ce que tu as déjà vu une salle de shoot non bruyante et non dégradée? Bah oui. Mais en fait, et qui s'en prennent au ne pas accueillir, c'est ce que tu disais, Géraldine, tout à l'heure, ne pas accueillir les miséreux, les gens qui sont malades, etc., est contraire à l'enseignement chrétien. Non, mais au Moyen-Âge, on accueille ça. La salle de shoot n'est pas un lieu hospitalier. La salle de shoot est un lieu d'accompagnement. Vous confondez les deux. Pas plus loin, demande aux prêtres de prendre une blouse d'infirmière et de devenir infirmière. Mais tu te rends compte. Bravo. Tu te rends compte. Mais est-ce que tu te rends compte du nombre? Pardon. Je vais vous apprendre à faire de la télé. Quand il y a des applaudissements, on ne vous entend pas. Quand quelqu'un parle, il faut se taire. Comme ça, vous allez apprendre à mes côtés. Comme ça, on aura un woke qui sait faire de la télé. C'est important. Merci. Non, Guillaume. Thomas, pourquoi tu victimises sans arrêt les hors-la-loi? Pour moi, les drogués, les chutés, oui, c'est des gens qui ont des parcours de vie difficiles comme beaucoup d'autres gens qui ne sont pas drogués. Mais là, la loi interdit de vendre de la drogue, de consommer de la drogue, et l'État finance des salles pour venir se prendre du crack, pour venir se piquer, etc. Comment tu peux cautionner ça? Moi, je préfère qu'on finance des salles. Parce que je connais des gens qui sont morts comme ça, et que je sais que c'était des Vous connaissez toujours tout le monde. Mais personne ne vous connaît. Non, mais le nœud du problème... Cyril, on parle de sujets graves, là. Oui, justement. Le nœud du problème... Non, on ne parle pas de sujets graves. Si, les toxicomanes, c'est grave. C'est moi qui dis ce qui est grave et qui n'est pas grave. Mais c'est super grave. Non, ce qui est grave, c'est vous.
c'est grave, c'est vous, Thomas Guénolé. Il y a des gens qui meurent de ça. C'est grave, c'est vous, Thomas Guénolé. C'est que de vouloir mettre des toxicomanes dans une église, ça c'est très grave. Oui, ça c'est un sujet grave. Mais l'église accueille tout le monde, c'est sa fonction, c'est sa raison d'être. Elle n'accueille pas que. Bah oui, non, mais on va pas accueillir que des toxicomanes. Mais moi, je sais plus ce que c'est déjà. Heureux soient les malheureux, car leur place est au paradis à mes côtés. C'est Jésus de Nazareth qui a dit ça. C'est quand même un argument d'autorité en matière de christianisme. Ça n'a rien à voir. Tu vas pas voir que des. Vous mélangez tout. Vous n'allez pas voir que des toxicomanes dans une église, Raymond. Non, moi je vais même plus loin. Église ou pas église, moi je suis contre les salles de shoot. Voilà. C'est réglé. C'est une salle de shoot, c'est on te dit un produit est interdit, mais je vais te faire une salle pour que tu ailles le consommer. C'est interdit, point barre, on fait pas de salle de shoot en fait. Exactement. C'est facile à comprendre. Moi je pense qu'il faut qu'ils aillent se faire soigner. Le nœud du problème, c'est que Thomas, tu es pour la dépénalisation de la France. De toute façon, moi c'est quoi Thomas Guénolé, il est pour la bordélisation de la France. Pas du tout. De la société. Donc tout ce qui amène la bordélisation de la France, il est pour Thomas Guénolé. Pas du tout. Mais tu fais ce que tu veux de ton corps. J'ai toujours pensé ça. Oui, c'est vrai. Non, parce que ça tue en fait. C'est les autres qui te soignent. Bah oui. Tu fais pas ce que tu veux de ton corps au détriment des autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la voiture, il y en a beaucoup qui prennent de leur famille, etc. On fait pas ce qu'on... Alors là, votre argument, Thomas Guénolé, c'est un autre sujet. Je pensais que vous aviez un meilleur argument, mon Thomas. C'est un autre sujet. Dire vous faites ce que vous voulez de votre corps, alors dans ce cas-là, vous faites ce que vous voulez de votre corps, mais vous venez pas embêter les gens qui viennent prier dans une église pour faire une salle de shoot. Je suis désolé. Si vous faites ce que vous voulez de votre corps, vous restez chez vous et vous dites écoutez, moi j'ai envie de me foutre en l'air, mais bon, je vais pas pourrir la vie des autres. Donc non, mais d'abord, c'est pas un choix. Une fois qu'on est toxicomane, c'est pas un choix. C'est pas une fois en l'air. C'est pas un choix. On parle bien de toxicomanie. La toxicomanie dont on parle. Non, mais c'est pas la même chose. Jean-Michel. Non, mais déjà, tu disais tout à l'heure, c'est les miséreux qu'on doit accueillir. Si on parle des excuse-moi, les toxicomanes ne sont pas tous des miséreux. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent qui sont toxicomanes. Exactement. Et deux, tu dis, ils sont malades. Oui, ils sont malades. Je suis d'accord. Enfin, c'est une maladie qu'ils ont choisie. Il y a une sclérose en plaques qui leur est tombée dessus. Tu choisis de te mettre dans la drogue. Je suis d'accord avec Jean-Michel. Ils n'ont pas eu de maladie de Charcot, les pauvres qui leur est tombée dessus, ou une sclérose en plaques. Mais vous connaissez le concept d'addiction, on est tous d'accord là-dessus. Non, mais moi, quand même. Le choix, c'est Mathieu Perry qui disait ça. J'ai le choix sur le premier verre. Et après, je ne suis plus dans le Non, mais qu'on les soigne, il n'y a aucun problème, c'est pas ce qu'on a dit. Parce que même les gens qui sont addicts à l'alcool, etc. Voilà. Mais il y a des centres pour ça. Il y a des centres pour ça. Mais on va vous mettre une salle de shoot en bas de chez vous. Vous allez voir la tête des gars et l'état des gens qui vont être en bas. Vous allez voir pour vos enfants, etc. Ça fait peur. Et les toxicomanes peuvent être dangereux pour autrui. Bien sûr. Ils peuvent agresser, ils peuvent tuer. C'est ça. C'est un préjugé. Non, c'est pas un préjugé. C'est pas un préjugé. Vous voulez que je vous donne un exemple? Vous voulez que je vous donne Vous connaissez l'histoire du monsieur qui est venu ici? Son père s'est fait tabasser, porte de la Villette. Il y avait une salle de shoot à côté par un toxicomane. Vous avez mais en même temps, vous avez plein de toxicomanes autour de vous. Vous n'êtes pas nécessairement au courant, mais qui prennent de la coke. Et qui vont au boulot tous les jours, ça existe. Thomas Guénolé, vous ne connaissez rien à la société. Ce n'est pas vrai. Vous ne connaissez rien à la société. Surtout sur ce sujet-là. Mais vous connaissez aucun sujet. Surtout sur ce sujet-là. Thomas Guénolé, le seul sujet que vous connaissez, c'est le wokisme. Mais le wokisme. Mais d'abord, vous seriez bien en peine de me le définir, le wokisme, parce que vous mettez dedans tout ce que vous aimez pas. Pas du tout. Je mets dedans tout ce qui est vous. Merci. D'accord, mais c'est assez vaste. Allez, on va parler des 5 images du jour dans un instant. Gilles, t'es d'accord avec qui? Je suis vraiment en colère contre Thomas Guénolé. Ça fait plaisir. Pour 2 raisons. Je parle même pas des salles de shoot. Vous allez nous le dire dans un instant. D'accord? Il y a les 5 images du jour qui arrivent et Gilles Verdez est colère. Alors là, ça tangue à gauche. Une bataille. À tout de suite, les chéris. On va parler de Thierry Ardisson dans l'instation. Merci d'être avec nous dès 19h47. On est en direct et c'est touche pas à moi. Merci d'être là et merci d'être aussi nombreux à nous regarder tous les soirs. On vous aime très très fort. Merci les chéris et merci pour tous les messages que vous me laissez. Gilles Verdez, vous avez perdu votre feuille, mais l'important c'est que vous ayez votre gouaille. Gilles Verdez, vous êtes énervé après Thomas Guénolé suite à ce qu'il vient de dire sur les salles de shoot, puisqu'il y avait un projet de salle de shoot à Notre-Dame de la Garde à Marseille. Je suis très en colère contre vous, Thomas Guénolé, pour 2 raisons. Alors Thomas Guénolé, il s'en fiche un peu, il pense qu'à se déguiser pour Halloween. J'ai choisi mon déguisement. Exactement. C'est quoi? C'est le Joker, celui de Joaquin Phoenix. Ah d'accord, pas le Joker, le jus d'orange. Merci. Merci, très bien. Oui, alors. D'abord, j'en ai ras-le-bol qu'on tire sur la religion catholique. Aussi. Parce que c'est trop facile. C'est des proies faciles. Enfin, si c'était dans une mosquée ou une synagogue, Elie soulevait le problème, levée de bouclier, guerre de l'opinion, etc. Mais faites pas cette tête-là, je n'ai pas la tête. Par contre, vous avez dû fumer ce week-end. Moi, ça ne me pose pas aucun problème.
Parce que là... En plus, comme tu l'as souligné, je suis complètement actuel. Là, chez vous, les chéris, vous devez pas reconnaître Gilles Verdez, à mon avis. Vous étiez en salle de shoot ou quoi, là? Je suis honnête, c'était dans une mosquée, je montrais au créneau, donc je monte au créneau parce que c'est dans une basilique. C'est pas de jugement sur les religions à géométrie variable. Deuxièmement, non, c'est vrai, Cyril. Deuxièmement, Thomas Guénolé, vous êtes irresponsable. Comment vous pouvez déclarer devant des millions de gens qu'il faut dépénaliser la drogue? Bah ça sera un autre débat, on va le refaire. C'est un autre débat, mais je veux bien qu'on en parle. Non, on en parlera un autre jour. Parce que alors je rigolerai dessus la prochaine fois. Merci. Bravo, merci. On va passer aux 5 images du jour. Il y avait la deuxième soirée de la Starac sur TF1, 2,9 millions de téléspectateurs. C'est devant, n'oubliez pas les paroles, un 7. Et numéro 1 des audiences, c'est le fantôme des Saintes. C'est encore le feuilleton de France 3 à 4,2 millions. Et France 5 était devant M6 avec Pékin Express. C'était la finale de Pékin Express également. Et on va revenir sur la Starac. Ce deuxième prime de la Starac n'a pas convaincu sur les réseaux, puisque beaucoup de personnes ont trouvé que les élèves n'étaient pas au niveau. Et il y a eu quelques fausses notes, mais moi je préfère quand les gens, quand ça chante trop bien, c'est relou. En fait. On se rappelle de Jean-Pascal ou Georges Alain, ça marchait grave. Bien sûr. Moi j'adorais quand c'était un agitateur, un provocateur. C'est des apprentis. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal. My name is Jean-Pascal. Regardez. Un coup de vieux là. Je t'aime. Je t'aime. On vient de marier le dernier. Mais c'est pas la faute de celui qui part. Durant le prime, Nikos a fait le show. Il a même repris le tube Daddy Cool. Je kiffe. Il nous a fait kiffer. J'embrasse Nikos. Je t'embrasse, mon loup. T'embrasse, mon loup. Merci, t'as chanté, t'étais comme un élève. Au niveau des costumes aussi, au niveau de la voix. Mon loup, on te regarde. T'as fait l'unanimité. Regarde, mon loup. Il était à fond. Il était à fond. Alors, côté animation, j'ai remarqué aussi quelque chose chez Nikos. Il commence une phrase et au bout de quelques secondes, en fait, il s'arrête de parler sans raison. Regardez, c'est un peu comme Isard. Regardez. Malika, le girls band, un jour on peut être là, et puis un autre jour. Thomas, notre troisième nommé, c'était le slip en soie qui partait dans tous les sens. À un moment, bon. Et j'embrasse Nikos, qui a été très sympathique. Il m'a envoyé un beau mot, j'embrasse mon Nikos. Et c'est vrai que bon, après, comme j'ai dit, voilà, c'est vrai que la Starac s'est battue par le feuilleton de France 3. Mais c'est vrai que les feuilletons du samedi soir, ça marche bien. Après, bon, 16,3, c'est voilà. Ça passe, mais c'est vrai que pour la Starac, en dessous des 3 millions, il faudrait que ça fasse un peu plus de 3 millions. Il faudrait que ça passe le cap des 3 millions, hein, Gilles Verdez, pour que. Oui, à 3 millions d'euros pour le lancement, c'est ça, hein? Oui, merci. Voilà, bah oui, donc là, ça baisse quand même, franchement, Cyril. Moi, je trouve ça, honnêtement, j'ai regardé jusqu'au bout. Je trouve ça un peu long. Ah, bah oui. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ah, d'accord. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer un peu. Je vais vous expliquer la télévision, Gilles Verdez. Avec plaisir. Mon chéri, je vous adore. Aujourd'hui, sachez que les chaînes, et les chaînes, même les chaînes 1, 2, 3, 4, 5, 6, demandent aux productions, et je le dis aux téléspectateurs, de faire des primes de plus en plus longs. Pour que le prime fasse le prime jusqu'à 22h30, 23h, et la deuxième partie de soirée. Donc, ils demandent en fait, pour le même prix, ils ont toute la soirée. Donc forcément, et c'est sur la fin qu'ils récupèrent énormément en part de marché. Donc forcément, c'est normal que ce soit long, mais c'est ça. Et puis, on ne vous a pas demandé de regarder toute l'émission. Merci. Et Cyril, oui. Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit beaucoup diffusé sur Internet, ça prenne une part des jeunes qui ne le regardent plus en direct, mais qui le regardent sur Internet? C'est pas impossible. Et puis, c'est très fort en replay aussi. Ça marche bien en replay, la Starac. Donc voilà, ça fait 3. Là, ça va faire 1 million de plus en replay, c'est sûr. Et la quotidienne aussi. Ça va. La quotidienne marche bien. Ça plaît beaucoup, ouais. Exactement. Allez, je pourrais faire ça toute la journée. Quand Donald Trump découvre le travail à McDo, ça c'était une énorme rigolade. Donald Trump a tenu à s'essayer au poste d'équipier chez McDonald's, ce qui avait pour but de se moquer de sa concurrente à l'élection présidentielle. Regardez. Never touches the human hand. Very good. Nice and full. Thank you.
Look at that. Look at that. How are you? Thank you, Mr. President. Nice to see you. But I could do this all day. I wouldn't mind this job. I like this job. I think I might come back and do it again. Thank you. Mr. President, you actually have worked at McDonald's now versus... Now I have worked at McDonald's. I've now worked for 15 minutes more than Kamala. Ah ouais, ça c'est des vrais. Ça c'est des stars quand même. C'est une star. Je suis désolé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une star. Ça serait Kamala, personne l'aurait reconnu. C'est elle qui était au guichet. Ah non, mais lui on reconnaît tout de suite. La peu cool, là. Il a bien joué. Regarde vraiment des gars qui ont un renard sur la tête. Il y a un renard. Voilà, moi il me fait marrer. Franchement. Il a bien joué pour deux raisons. D'abord parce qu'il va vendre des frites chez McDo et que Kamala Harris explique qu'en 1983, jeune stagiaire, elle a vendu des frites. Donc les hommes de Trump, ils ont cherché partout. Dans tous les fichiers de McDo, ils n'ont jamais retrouvé sa présence. Voilà, il dit c'est une mytho. Donc ça, c'est bien joué. Ouais. Et deuxièmement, Kamala Harris, en même temps, elle fête son anniversaire dans une église avec Stevie Wonder, un peu showbiz. Et lui, il fait homme du peuple. Moi, je vends des frites, vous paradez. Donc je trouve que c'est doublement bien joué de sa part. Et pareil que Stevie Wonder est venu, il aurait dit à Kamala Harris, I just called to say I love you. Non, mais quoi, la fin de son anniversaire avec Stevie Wonder? C'est fou ça. Alors, oui, Valérie Bénet. Ouais, en parlant de Donald Trump, vous savez qu'il y a une journaliste, Laurence Haïm. J'adore Laurence Haïm. Eh ben oui, et Laurence Haïm, elle a fait une comparaison entre le phénomène Trump et vous. Non, j'adore France Info. On me l'a envoyé, mais j'ai pas vu. Ouais, bah vous allez voir. C'est un pote qui m'a dit ça. Bah vous allez voir. C'était un de vos fads que j'embrasse, mon fad. Le fait que les Américains le voient dans ce genre de vidéo, ça m'a inspiré quelque chose. Je me suis dit, voilà un croisement entre une sorte de Bernard Tapie et de Cyril Hanouna. Est-ce que cette comparaison vous paraît judicieuse? J'ai pensé à quelque chose qui va certainement beaucoup choquer les gens et je fais attention dans l'époque actuelle aux mots que j'emploie. Je pense que le traumatisme de Donald Trump pour les Américains, c'est comme si Cyril Hanouna devenait un jour président français. C'est-à-dire quelqu'un qui est très célèbre, qui utilise les médias, qui donne son avis sur tout, etc. Et à un moment donné, quand Donald Trump a commencé à faire campagne, tous les gens, les journalistes, les gens sérieux, etc., disaient « jamais, c'est un pauvre crétin ». Mais en tout cas, lorsque Donald Trump a réussi à être président, eh bien, imaginez ce que je viens de dire pourrait provoquer en France si ça arrivait. Bon. Voilà. Donc, ah ouais, quand même. Oui, Gilles Vernet. C'est pas la première journaliste, Cyril, à parler de vous avec une idée de présidentialité. Souvenez-vous, la regrettée Laetitia Krupa, qui était venue ici en invité, qui est disparue depuis malheureusement. Elle avait écrit un livre qui s'appelait La tentation du clown, où elle imaginait que vous puissiez accéder aux plus hautes responsabilités et ce que ça créerait en France. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on a quand même les plus grands experts, les plus grands énarques, le Mozart de la finance et tout ça, qui quand même ne s'en sortent pas très très bien. Donc pourquoi pas, après tout, essayer des gens comme Trump, comme Berlusconi, qui sont quand même des hommes d'affaires incroyables et qui réussissent très très bien. Voilà. La seule différence peut-être entre vous et Trump, c'est que lui est milliardaire et vous êtes que millionnaire. Mais à part ça, ça se joue à... N'applaudissez pas, c'est juste une question de temps. Oui, Guillaume. Non, mais vous dites souvent que la France, c'est comme une entreprise. Et pour gérer la France, il faut avoir des gens qui savent gérer une entreprise. Donald Trump, je pense qu'il a une réussite magnifique dans les affaires comme vous. Donc présente-toi, ma couille, vas-y. Non. On parlera de mon avenir tout à l'heure. Bon, et vous savez juste que les latinos aux États-Unis, qui normalement devraient voter démocrate et pour Kamala Harris, ils veulent absolument pas voter. Ils votent tous pour Trump, pour le pouvoir d'achat. Je sais, je pense que voilà. Non, c'est Thomas Guénolé qui devrait se présenter. Voilà, oui. Là, lui, il ferait du score. Comme Hidalgo. Ah oui. Il n'aurait pas ma voix. Hein. Quoi? Il n'aurait pas ma voix. Ah non, bah du coup, je vais gagner. Et vous n'aurez pas la mienne non plus. Merci. On va parler des images incroyables, des grandes marées à Saint-Malo. On a vu des images qui montrent d'importantes vagues à Saint-Malo dans la nuit de samedi à dimanche 20 octobre. Les vagues ont pris par surprise les promeneurs qui ont filmé. Regardez. En ce moment, on voit des trucs qu'on ne voyait pas avant. Il y a quand même un problème. Là, ça rigole, c'est bien. Il y a quand même une inconscience là.
Pardon. Il y a une inconscience de ces gens. Il y a marqué attention, grande marée, vague, machin, etc. Et tout le monde est là à 1 mètre du bord. Et après, on ira malheureusement pleurer sur. Voilà. Heureusement, là, il n'y a pas eu de problème. Non, il y a eu un homme élytroyer qui était perdu sur un rocher et il a été sauvé. Mais c'est vrai que c'était 5 jours de coefficient énorme, à plus de 100. Donc c'est des marées gigantesques. Et la préfecture avait effectivement émis une alerte, n'approchez pas des vagues, ça peut être très dangereux, quoi. On va parler maintenant, ça y est. Alors là, 19h59, les chéris, je sais que vous attendez ça avec impatience. Les 30 Miss qui concourront pour décrocher la couronne et devenir Miss France le 14 décembre sont sortis. Qui va succéder à Eve Gilles? Qui va venir nous voir sur le plateau? Eh bien, vous allez nous donner vos favorites. On va y aller déjà, on va faire un premier tour. Raymond, il en avait 12. Hein. Oui. J'en ai 11. Et après, on parlera de Thierry Ardisson, bien entendu, qui nous a fait un petit peu de peine ce week-end. Il y a Miss Alsace, déjà. C'est Isabelle Hébert. Voilà. Alors, elle a 20 ans, elle a un BTS en communication. C'est-à-dire qu'elle aime tout ce qui est communication et tout ce qui est BTS. Voilà. Belle fille. Très jolie fille. Très jolie. Très sympa en plus. Très, très cool. Ensuite, il y a Laura Marie Marc Brugerolles. On dit pas nos préférés? Si, mais attendez, d'abord on va voir tout le monde et puis après vous les direz. Déjà, on fait un petit tour d'horizon quand même, c'est important. Alors, elle est Miss Aquitaine, elle est chirurgien dentiste. 25 ans. Elle est belle. Très jolie. Attention. Attention. Hartung, exactement. Ah, Romane Agostino, Miss Auvergne. Elle a 27 ans, ostéopathe animal. C'est-à-dire qu'elle est ostéopathe. Bah oui, c'est Miss France. Hartung aussi. Oui. Alors oui. Oui, on valide. C'est votre favori. Moi, c'est ma préférée. D'accord. Eh bien, figurez-vous que pour l'instant, moi aussi. Pour l'instant, je les ai pas vus, mais pour l'instant, moi aussi. Ensuite, il y a Miss Bourgogne, Clara Diri. Elle a un Master Management International. Voilà. Très jolie. Voilà, très sympa. Très sympa. Il y a Marie Castel, qui, son père a une boîte de nuit dans le 6e. 20 ans, elle est en but. Elle est en but. En magasin. En but. Avant-centre. En but technique, exactement. DUT, non, elle est en DUT. Elle est en technique de commercialisation. Voilà. Elle est sympa. Miss Boîte. Il y a Miss Centre Val de Loire, Tiffany Hay. Très mignonne. 18 ans, études. Elle est en études d'infirmerie. Ah, il y a Miss Champagne-Ardenne, Louison Thévenin, étudiante en droit fiscal. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, rien. À la marge. Sortez. Non, mais j'ai rien fait. Sortez. Louison Thévenin, très mignonne. Très mignonne. Miss Corse, très mignonne aussi. Stella Vangioli. Stella Vangioli. Pour l'instant, il y a vraiment... Si je peux me permettre, celle-ci me fait penser à Malika Ménard. Ou Laetitia Casta. Oui, c'est vrai. Après, il y a Lilou Emeline Artuso, Miss Côte d'Azur. Ah, c'est la mienne, ça. C'est ça. C'est la mienne. Ah non, c'est pas celle-ci. Calmez-vous, c'est bon. Non, c'est les photos comme ça, elles sont pas belles. D'accord. Alors, il y a Miss Franche-Comté, Manon Le Maou. Très belle aussi. Manon Le Miaou. Manon Le Miaou, elle est gendarme sous-officier. C'est une première au concours Miss France. C'est la première fois qu'on a un gendarme sous-officier. Je mise sur elle. Je vous le dis, je mise sur la Franche-Comté. Ah, je vous le dis. Ah, il y a Miss Guadeloupe. Moira André, elle a master en e-commerce. Regardez, 27 ans. Elles sont toutes belles. Oui. Non, toujours pas. Non, pour l'instant, moi, ça y est, moi j'ai changé. Moi, c'est Miss Franche-Comté. Je pense qu'il va gagner parce que gendarme sous-officier, ça. C'est tendance. Ouais, c'est tendance. Ça fait 3 fois que vous switchez quand même. Eh ben, il va bientôt peut-être avoir 4 fois. Il y a Miss Guyane, Jade Fansona. Très belle. Regardez. Très, très belle. Ah, attention, je vous dis. Attention à Miss Sandoc qui arrive dans 2. C'est moi ça. Oui, moi pour l'instant, il y a Julie Dupont, Miss Île-de-France. Regardez, Julie Dupont. Non, Julie Dupont, Miss Île-de-France. Voilà. Elle est jolie aussi. Voilà, Miss Île-de-France, donc elle est journaliste. Alors là, la photo, elle n'est pas du tout à son avantage, mais elle est vraiment trop belle. Très Ah oui. Mais ben, bravo. Là, voilà. Bravo. Miss Landog. Jade Benazek. C'est moi ça. Oui, elle est très belle. Jade Benazek. Super belle. Le public éveillé. C'est ma première. Attention. Le père était rugbyman professionnel et c'est un ami de Mokhtar. Exactement, voilà. Et c'est ce qu'il m'a dit aussi en arrivant. Voilà, exactement. Je n'ai rien compris à ce qu'il me disait. Magnifique. Et bravo Mokhtar. Hein. Emma Grégoire, Miss Limousin, étudiante en pharmacie. Voilà. Il y a Miss Lorraine, Assia Rouse Tomanti.
Elle travaille dans le service à la personne. Elle est belle. Très jolie. Qui? Laquelle? Oui, tout le monde est belle. Hein. Tout le monde est belle. Tout le monde est belle. Miss Martinique, Angélique Angarny-Philopon. Wow. C'est la plus âgée, 33 ans, hôtesse de l'air. Ah bah bravo. Non mais c'est pour vous, gros yeux, bravo. C'est votre favorite? Miss C'est ma favorite, absolument. Très bien. Et c'est la première fois qu'on a en phase finale une trentenaire. Exactement, c'est vrai. Exactement. Miss Mayotte. Regardez Miss Mayotte. Elle a 20 ans. Licence de sciences de l'information. C'est vrai qu'on voit la science de l'information. Ah, j'aime bien, très belle. Midi-Pyrénées. Ah, la mienne. 23 ans, études de commerce. Elle te ressemble? C'est vrai qu'elle ressemble à Géraldine. On dirait ma fille, quoi. Mais... Non, pas... Ah, alors, les mecs, très très belle. Miss Nord-Pas-de-Calais. Ah. Ouais. Saba Haïb, étudiante en licence de droit. Elle arrive, regardez. Elle arrive. Elle arrive. Ah ouais, là, il y a une... C'est juste, il faut mettre un autre diapo. Merci. Voilà. Ah oui, les gars, je me suis pas foutu de votre gueule. Lucie Le Cellier, Miss Normandie. Formation d'éducatrice spécialisée. Ouais. Voilà, c'est un délire. J'adore les cerisiers, moi. Vous savez que vous adorez les cerisiers. Mélissa Atabessois, Miss Pays de la Loire. Gilles, pour l'instant, on n'a pas eu votre favorite. Ah ben, je croyais qu'on faisait... J'écoute, je croyais qu'on faisait un tour avant... Bah non, dites-le quand elle arrive. Elle est déjà passée? Elle est déjà passée. Qu'il est con. Il y a Miss Picardie. Voilà. Miss Poitou-Charentes, ensuite, on va enchaîner. Miss Provence. Ah, Miss Provence, attention. Attention à Miss Provence. Attention à Miss Provence. Miss Réunion. Marie Futol. Elle est belle. Très belle Miss Réunion. Attention. Oh, alors attention Miss Rhône-Alpes. Elle est jolie. Alexia Coulis. J'aime beaucoup. Alors Alexia Coulis, vous adorez le coulis de framboise en plus. J'aime bien Rhône-Alpes. Elle fait partie des 11 régions. Alors attention à Miss Roussillon, Cassiopée Rimbaud. Oh, J'ai vu tous les films de son père. C'est qui son père? Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3. Elle est très jolie, hein. Elle est belle. Alors attention à Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Sacha Bic. Son père était dans les stylos. Étudiante en tourisme, on l'embrasse. Temanava Domingo. Elle est Miss Tahiti, apparemment. Elle est trop belle. Et son père est influenceur. Non, merci. Voilà, donc on a fait le tour. Pourquoi influenceur? Le cru est élevé. Domingo. Merci. Oui. Alors. C'est Miss Guadeloupe, moi. Miss Guadeloupe. Ouais, alors, voilà, on va Guadeloupe. Merci, Miss Guadeloupe, très bien. Je trouve qu'elle dégage quelque chose. On va regarder. Voilà, Miss Guadeloupe, très bien. Vous, Isabelle. Ils ont fait un effort sur les photos. Hein, oui, par mais rapport aux merci. années Oui, merci. Exactement, Isa. Moi, c'était Miss Côte d'Azur et Miss Rhône-Alpes. Non, mais il y en a une. Il n'y a pas deux Miss France. Alors, Miss Rhône-Alpes par chauvinisme. Miss Rhône-Alpes. Ah, voilà. Ah, oui, en effet. Oui, Raymond. Midi-Pyrénées. C'est tout? Ah, comme moi? Tu en as mis 11. Midi-Pyrénées. Languedoc. Non, mais c'est bon. C'est pas une liste de course. Hein. Non, parce que j'ai. Rhône-Alpes. Non, Guillaume. Miss Alsace. Miss Alsace. Isabelle. Isa. Isa. Ah oui, pas mal. Oui, très belle. Olivia Sirena. Provence. Attendez, je vais vous dire Provence. Provence. Elle est très jolie. Ah oui, non. Languedoc. Je crois que je suis comme vous, Benaïm. Languedoc. Non, pas moi. Non. Si. Martinique. Ouais, exactement, Martinique pour vous, oui, très belle, bravo. Oui, et Kelly? Miss Auvergne. Oui. J'aime bien. Oui. C'est pas mal. Miss Auvergne, c'est... Oui, Miss Auvergne. C'était votre chouchou au début. Et vous? Oui, mais j'ai changé. Ouais. Non, j'aime bien, mais j'ai changé. Et moi, c'est Miss Midi-Pyrénées. Oui, merci. Moi, c'est Franche-Comté. Ah bon? Franche-Comté, oui. Manon Le Mahou. Joli aussi. Manon Le Mahou. La gendarme. Oui, la gendarme. Ça peut être les trois. Quoi? Ça peut être les trois. Franche-Comté, la Corse. Non, mais il n'y a pas 3 Miss France. Les trois d'elle. L'année dernière, vous aviez parlé de Eve Gilles comme gagnant. Donc, mais je vous dis, elle a des airs à Catherine Deneuve, je trouve. Manon Le Mahou? Votre chouchoute, Franche-Comté. Manon Le Mahou? Bah regardez. Non, pas du tout. Dans Peau d'âne, elle a la même. Non, alors. Les cheveux, peut-être. Elle a un truc. Bah oui, je vous jure. Elle a un truc. Préférez. Vous avez un truc de Catherine Devieille. Merci. Alors. Il est 20h08 et on va parler de Thierry Ardisson.
Thierry Ardisson, l'image numéro 1 de ce soir, c'est Sarah Salman dans ses médiatiques sur France 5. Elle a fait front face à Thierry Ardisson Thierry Ardisson, moi, il m'a fait de la peine. Je le trouve pas bien. Il a l'air, mais vraiment, je vous jure que c'est vrai, je l'ai trouvé pas bien. Il m'a fait de la peine. Et Sarah, vraiment, bravo à vous parce que ça devait être compliqué. Parce qu'il était, il était énervé. En fait, je venais pour parler d'un documentaire et lui d'un livre. Mais on n'a pas entendu parler de son livre parce que ça n'intéressait personne, manifestement. Alors, regardez le premier extrait. Cyril Hanouna. Mais c'est pas mon client. Ouais, ça peut le devenir. Ce n'est pas mon client. Mais vous voyez, à chaque fois, vous remettez une pièce sur Cyril Hanouna, il vous obsède. Mais il vous obsède. Mais il m'obsède pas. En fait, à chaque fois que vous parlez de lui, vous avez un article, c'est pour ça que vous le faites. Rassurez-vous. Simplement, je vous ai expliqué la base du différent. On l'a compris, vous en parlez à chaque fois. J'ai obligé de vous la répéter, la base du différent, c'est qu'il a pris un melon, mais incommensurable. Attendez, mais là, je parlais d'autre chose et vous me reparlez de Cyril Hanouna. Non, mais quand il parle de mes émissions, il en dit que des conneries. Alors qu'il n'a jamais rien fait. Mais il n'a jamais rien fait, il fait 2 millions de personnes, il a créé l'émission Hitler était élu au suffrage universel. J'ai essayé. Voilà, bon, alors il fait de la peine. Après alors il arrête pas de dire. Alors, il dit que le truc de notre différence, parce qu'on a dit que son émission sur France 3, Hôtel du Temps, était pas bonne. Et malheureusement, il a pas aimé. Et puis en plus, bon, c'est vrai que Thierry Ardisson, il arrêtait pas de nous défoncer partout. Est-ce qu'on peut changer la photo parce que je suis prêt à mon avantage? Oui, monsieur, vous êtes très bien. Vous êtes très bien. Alors, cette séquence arrive après une première passe d'armes entre Sarah et Thierry, un peu plus tôt dans l'émission. Regardez. Mais ils sont très mal Moi, coupés. quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça le dérange pas, ça. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré. Mais vous ne pouvez pas dire Bolloré, ça ne le dérange pas. Moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré. Ça ne l'a pas dérangé. Là, c'est par 3. Alors, ça nous a permis de ressortir une archive de 2016 où, à l'époque, il comprenait que l'actionnaire demande des comptes à C8 et il défendait même la vision de Vincent Bolloré. Regardez. Je comprends que Vincent Bolloré ait envie de faire des économies. Canal, c'est une chaîne quand même où il n'était pas tellement question d'argent, la vérité. C'est-à-dire que, en fait, bon, il y avait les abonnés, mais on n'a jamais entendu parler des actionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde à Canal réalise que finalement, bah oui, Vivendi, c'est des gens qui ont des actions Vivendi, que Monsieur Bolloré est là juste pour que les actionnaires gagnent plus d'argent, ce qui est le principe du système capitaliste. Après, si on n'accepte pas ça, il faut aller faire de la télévision en Corée du Nord. Oui, la chaîne, elle est là pour gagner de l'argent, c'est tout. Puis après, il y en a plein qui sont juste virés, quoi, parce qu'ils ont échoué. Vous savez, la télé, c'est comme le rodéo, hein. Si on tombe du cheval, on est mort, quoi. Ah là, c'est ça. Et ouais, donc, c'est... Là, il a raison, oui. Déjà, bravo à Sarah Salman d'avoir tenu tête à Thierry Ardisson. On va voir tous les extraits parce qu'ils sont très mal coupés dans l'équipe. Regardez, il y a d'autres extraits qu'on a regardé. Il a même parlé de vous à un moment, mais d'abord, on va parler. Je suis content. Vous avez pris Qu'est-ce que c'est mal coupé? Regardez, il n'y avait rien à faire. Vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas d'accord. C'est la seule personne, une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez vos conneries. Si vous voulez, mais c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites ça... Parce qu'il dit n'importe quoi. Non, il a aucune je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale de la Bavière. Culture. Vous n'avez pas le monopole de la culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je les méprise, absolument. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et je trouve que ça traduit une forme d'aigreur. Thierry, mon chéri... Munich est vraiment la capitale de la Bavière. Non mais c'est vrai, c'est pas une vanne. Mais c'est incroyable. Parce que ça c'est le pire dans le truc, c'est que Munich est vraiment la capitale de la Bavière. Mais moi, alors je vais vous dire, il y a plein de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit oui, tout ça. J'ai dit la vérité, franchement, je vous jure. Moi, Thierry Ardisson, voilà, il était très gentil, il était avec nous sur C8. J'ai fait énormément en plus pour qu'il reste sur C8. J'ai essayé de le sauver maintes et maintes fois, sachez-le. Mais il vous remercie bien. Donne de la confiture à Jean et te la rendra en chiant. Hein. Non mais c'est vrai. Et voilà, donc moi, il est parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, moi, j'ai pas de haine contre lui. Il me fait beaucoup de peine pour lui. J'ai pas de la peine pour lui parce que je trouve que, voilà, Thierry Ardisson, ça a représenté quand même quelque chose. C'est quand même quelqu'un qui avait fait... On s'est parlé au téléphone rapidement et vous m'avez dit une chose tout de suite, c'est moi je m'en fous, mais qui méprise mes téléspectateurs, ça je ne l'accepte pas. Après, je pense que mes téléspectateurs s'en fichent totalement de la vie de Thierry Ardisson. Je pense, voilà, qu'il veut juste un peu exister, Thierry. Et moi, ce qui me dérange plus, je vous jure, c'est l'attitude des gens autour. C'est plus l'attitude des journalistes autour. Ils sont quand même dans une émission sur le service public. En plus, je vous dis la vérité, cette émission, et c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même incroyable ce métier, c'est qu'ils m'avaient supplié d'être le parrain de leur émission. Ils ont fait la première, et j'avais dit oui. J'avais dit bon, allez. Et il m'avait demandé, j'ai dit d'accord, je fais jamais d'émission, j'ai dit d'accord. Et derrière,
regardez quand même le comportement de ces gens. C'est incroyable parce que c'est vrai que leur émission marche pas. Ils invitent tout le monde, ils m'ont quand même invité. Oui, je sais, mais c'est vrai que leur émission marche pas. Et que voilà, ils essaient de faire du buzz. Je voudrais vous montrer un truc. Grâce à cette séquence, c'est Mediatique a fait un joli score avec un pic d'audience. Regardez le pic d'audience quand ça parle. Regardez, c'est incroyable. Regardez, c'est Rémi Jacob qui est un très bon journaliste. Qui a mis. Regardez le pic d'audience, c'est incroyable. Donc pour vous dire. Chacun, il trouve son compte, enfin surtout eux. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est vrai que Thierry, moi, c'est pas, je n'en veux pas. Il me fait un peu de peine. Voilà, je trouve que, je m'imagine mon père qui a son âge. Je me dis, il aurait jamais parlé comme ça. C'est vrai qu'il fait un petit peu de peine à égrener quand même les plateaux télé comme ça. Et à être dans la haine. Il me fait de la peine parce qu'il a fait beaucoup de choses en télé. Ça me fait plus de peine qu'autre chose. Alors. Il s'en est pris à vous, au chroniqueur. Et Raymond, il a pris une petite cartouche. Regardez, je crois, ouais. Une balle perdue. Le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson Hôtel du Temps, c'est nul, c'est à chier. Je comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça, alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une table. Mais c'est pas 4 connards, arrêtez de parler comme ça des gens, franchement. Raymond n'est pas un connard, non, par exemple. Mais aucun de ces personnes ne sont des connards, vraiment. Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors continuez. Et alors Et j'en suis fier, le groupe Bolloré avec tout le monde, c'est le groupe de la liberté et du réel. Non, le groupe Bolloré c'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Je m'en fous d'avoir été viré. Non, vous en parlez tout le temps. Alors donc il dit que CNews c'est la chaîne de l'extrême droite, il dit que C8, il n'y a que des chroniqueurs qui sont des connards, comme il dit. C'est vrai que moi, quand je le vois comme ça, je vous jure, il me fait une peine immense. Mais vraiment, il me fait de la peine. Il me fait Raymond, alors toi, t'as pris une balle perdue, mon chéri. Ouais, c'est pas. Oui. Moi, ça me fait plus chier, c'est comment il parle des gens qui vont se faire virer. Genre, c'est bien fait pour leur gueule. Moi aussi, on m'a viré sans salarié. Sauf que lui, il a pris 800 000 euros par canal. Il a été dédommagé, lui. Il s'en fout, en fait. Il a pris 800 000 balles. On parlera de l'avenir de la chaîne. Ouais. Après, moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas qu'il me traite de connard. Parce que moi, j'ai l'habitude qu'on me traite de connard. C'est ma vie. C'est juste que quand il te compare à Hitler, et personne bouge autour du plateau. Non, j'ai réagi. Vous pouvez pas dire que non, c'est pas toi de réagir. Toi, t'es invité. C'est pas toi de réagir. Moi, ici, quand je suis venu faire de la télé, on m'a dit fais gaffe, t'es pas au bistrot ici. Faut que tu fasses attention parce qu'il y a une maîtrise de l'antenne. Il faut que tu fasses attention à tes mots, aux mots que tu choisis. Cyril, parfois, après les émissions, il me dit fais attention de ne pas dire ce mot-là parce que c'est une insulte. Et regardez ce qu'a fait l'animatrice après. Elle a repartagé des tweets qui félicitaient Thierry Ardisson. Et c'est toujours sur Twitter, les extraits. Bien sûr, regardez. C'est plus ça qui est chiant. C'est très grave. Et ça, c'est vrai que ça peut être. On se pose la question d'attaquer France Télévisions, forcément, avec mes avocats, parce que c'est vrai. Voilà. Donc, tic-tac, rendez-vous dans 12 heures. Voilà. Et puis là, regardez, excellent Thierry Ardisson dans ses médiatiques. Elle a reposté. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est incroyable parce que c'est vrai que c'est quand même. C'est pas tenu, excusez-moi, je suis désolé, c'est pas tenu Gilles Verdez. Non, elle doit réagir. Alors on va en parler dans un instant parce qu'on va faire une petite pause. Tiens, il y a Fabrice Divisio qui va venir donner son avis aussi dans un instant. Et puis on verra l'édito de Pascal Praud. Vous allez voir ce qu'a dit Pascal Praud. Et c'est vrai qu'il a tout résumé. Et il a eu Thierry Ardisson au téléphone. On en parle dans un instant. Vous allez nous raconter, vous, les coulisses, ce qui s'est passé après, parce que j'aimerais bien savoir. À tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 20h22. On est en direct, bien entendu. On revient sur les propos de Thierry Ardisson, qui a été extrêmement violent. Hein. Et c'est vrai que personne ne réagit sur le plateau. Et c'est vrai que là, la présentatrice qui like des tweets concernant la sortie de Thierry Ardisson, c'est vrai que là, moi je trouve qu'il y a une non-maîtrise de l'antenne, excusez-moi de dire ça, mais je le pense vraiment, Gilles Verdez. On ne peut pas laisser passer Hitler, comparer quelqu'un à Hitler, c'est purement et simplement scandaleux. Et j'invite les téléspectateurs, et je le fais jamais, à signaler cette séquence à l'Arcom. Je suis désolé. Ah oui, je suis désolé. C'est diffamatoire totalement. Il y a de l'injure publique aussi. Bien sûr. C'est scandaleux et c'est incroyable qu'il n'y ait pas une réaction massive de tous les gens. Bien sûr. Même de France Télévisions, j'aimerais bien quand même qu'ils fassent un communiqué. Bien sûr. Pour dire ils ne peuvent pas laisser passer ça, quoi. Ah oui. C'est strictement impossible. Et voilà, il faut signaler ça à l'Arcom. En tout cas, on va le faire, nous, tous ici. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Si c'était l'inverse, si c'est moi aujourd'hui qui disais la même chose de chroniqueur de France Inter, qu'est-ce qui se passerait d'après vous? Je pense l'Arcom serait saisi dans les heures qui viennent. Mais ce serait normal en même temps, j'ai envie de dire. Sinon, on insulte quelqu'un. Si moi, j'insulte quelqu'un ici, le mec, il va m'attaquer, je pense, au tribunal pour des injures publiques. Et même la chaîne, ils vont me dire, lui, il va m'engueuler dans les loges pendant 3 quarts d'heure. Pourquoi t'as dit ça, maîtrise de l'antenne? Eux, ils ont le droit de tout faire, en fait. Ils ont le droit de comparer un animateur télé à Hitler. Et ça passe. Et l'animatrice, qu'elle n'a pas vu le coup truc, elle n'a pas vu le coup venir parce que c'est en direct, derrière, tu t'amuses pas à reposter. Et surtout, tu mets pas la séquence sur les réseaux sociaux. Tu dis, je l'enlève des réseaux sociaux, cette séquence-là.
Normalement, France Télé doit dire. Il est extrêmement jaloux, surtout déjà que vous qu'on ait critiqué son émission qui, c'est vrai, n'a pas marché. On a le droit de je pense qu'il l'a très mal pris. Et le coup de Hitler, pour info, il l'avait déjà fait en 2001. En parlant, parce qu'il y a la série culte là, qui est sortie sur Love Story, il y a la séquence dedans. Le Loft est le carton de la décennie. Et il dit, bah oui, mais le Loft, regardez, Hitler, il faisait beaucoup d'audience aussi. Ils avaient fait le même truc. Donc ça, mais c'est pas pareil avec un nom. Non, je sais. Accoler deux noms comparés à Hitler. Excusez-moi, mais je pense aussi que Thierry, alors moi, sachez-le que moi, il m'adorait. Thierry, il m'a même invité à son mariage alors que je l'avais vu 2 fois dans ma vie. Vous êtes venu? Donc voilà, bah oui, je suis allé parce que voilà, il était gentil, il m'a invité, donc je suis passé à son mariage. Et c'est vrai que voilà. Donc il invite quelqu'un qui est dangereux et qui est très grave pour la démocratie à son propre mariage. À l'époque, il mangeait ici, à l'époque. Bien sûr, exactement. Alors c'est vrai que quand il était dans le groupe, c'est vrai qu'il mangeait dans la main, on va pas se mentir. C'est la séquence qu'on a vue. Vous le savez aussi, c'est vrai qu'il me mangeait dans la main parce qu'il savait que j'avais quand même un poids dans le groupe, forcément. Donc voilà, c'est vrai qu'il me demandait souvent mon avis, etc. C'est vrai que ces émissions coûtaient très cher au groupe, sachez-le. Sachez-le, je le dis. Thierry Ardisson, le samedi et le dimanche, c'était 160 000 € le samedi et le dimanche. Sachez qu'aujourd'hui, face à Hanouna, qui fait plus d'audience que Thierry Ardisson le dimanche, par exemple, coûte la moitié. Voilà, donc forcément, oui, il y a quand même la chaîne, à un moment, ils disent, ils prennent des décisions. Et il y a un autre truc sur Thierry, je pense, voilà, et il s'est fâché aussi avec Laurent Ruquier à un moment. Il avait dit, Laurent Ruquier, c'est mon émission que j'avais produite n'a pas marché, c'est à cause de Laurent. Laurent qui est un des mecs voilà, droit en télé, comme il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que Thierry, je crois qu'il a aussi un complexe de ne jamais avoir réussi en quotidienne. Voilà, donc c'est vrai que dès qu'il voilà, il a un peu ce complexe de ne pas avoir réussi en quotidienne, voilà, à la télé. Donc c'est forcément, je crois qu'il rêvait un jour de faire du direct, Cyril. Il ne peut pas être en direct. Il est en direct. Il s'énerve sur Sarah Saman. En montage, on l'aurait coupé. Il ne peut pas faire de direct. C'est jamais de sa faute en plus. Vous allez nous dire ce qu'il vous a dit en off, et puis on va faire rentrer mon bébé à moi, Fabrice Division. Juste Pascal Praud ce matin, il a décidé de prendre ce sujet pour son édito. Regardez. Que Thierry Ardisson, avec son talent, sa carrière, son parcours, attaque Cyril Hanouna avec une telle violence, comme il l'a fait hier sur France 5, en dit long sur la folie de notre temps. Comment peut-il affirmer que lui, Ardisson, méprise 2 millions de téléspectateurs, ceux qui regardent Touche pas à mon poste? Comment ose-t-il dire que CNews est une chaîne d'extrême droite, que CNews roule pour Marine Le Pen? J'ai pris mon téléphone hier, j'ai échangé avec Thierry Ardisson. Je lui ai dit d'abord qu'il se trompait, ensuite que je ne le comprenais pas. Il vaut mieux que ça. Il y a je ne sais combien de chaînes de télévision en France. Si vous n'aimez pas un programme, chacun est libre de zapper. Cette folie anti-Hanouna a gagné le petit monde médiatique depuis des années. Cyril a du talent, beaucoup de talent. Son émission bat des records d'audience depuis la rentrée. Le succès irrite, agace, exaspère. Alors, et c'est vrai que je voudrais remercier Pascal, qui est un ami, et vraiment un ami. Je l'aime, il le sait, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, Pascal Praud. Et vraiment, c'est quelqu'un incroyable, parce qu'il ne m'avait pas du tout prévenu qu'il avait choisi ce thème ce matin. Et il a continué, puisque dans la seconde partie de son édito, Pascal va dire aussi ce qu'il pense de ce qu'a dit Thierry Ardisson sur C8 et sur la fermeture de C8. Écoutez. Folie anti-Hanouna a influencé les membres de l'ARCOM. Je rappelle que cette instance de régulation du PAF a décidé l'arrêt de C8 à partir du 28 février. D'un trait de plume, 9 personnes ont mis au chômage plus de 300 salariés C8 qui vivent la décision de l'ARCOM comme une injustice. Merci Pascal Praud. Mais c'est vrai que la phrase qui a fait énormément réagir de Thierry Ardisson, c'est « je méprise tous les téléspectateurs ». Et c'est vrai que c'est compliqué. Oui, je pense que c'est une énorme sortie de route. Voilà, il fait un dérapage absolu. Oui, moi, voilà, je vous le dis, il me fait de la peine. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Division? Je crois que vous êtes un peu comme moi, il vous fait de la peine. J'ai vu votre tweet. Moi, je pense que quelqu'un qui méprise 2 millions de téléspectateurs... Oui, c'est plus que 2 millions. Parce que, oui, quelqu'un qui méprise des millions de téléspectateurs, finalement... ne mérite qu'une seule réponse en retour, c'est le mépris. Exactement. Donc en parler, c'est déjà le faire exister. Oui, parce que voilà, c'est un peu ce qu'il voulait, parce qu'il voulait parler de son livre. Qui a entendu parler de son livre autour de cette table? Personne. Et moi, avant d'aller dans l'émission, j'ai regardé, on m'a dit que j'étais avec Thierry Ardisson, j'ai regardé son actualité. Donc je suis allée dans Google Actualité, et son actualité, c'était Thierry Ardisson dézingue Cyril Hanouna. Cyril Ardisson souhaite que Cyril Hanouna ne retrouve pas de travail. Donc tous les articles que je voyais, c'était ça. Ce qui me dérange aussi, c'est les reprises. Il n'y a pas un journaliste, excusez-moi, qui dit c'est quand même curieux de faire ça en direct, sortie de route de Thierry Ardisson. Ça aurait été nous,
on aurait dit sortie de route de Cyril Hanouna. Pour moi, c'est une sortie de route de Thierry Ardisson. Pascal Praud a pointé quelque chose, Cyril, quand il dit la folie anti-Hanouna. C'est fou. Il y a un truc qui est de l'ordre de l'irrationnel maintenant. Comme c'est vous, on se permet tout. On peut tout se permettre, y compris la violence verbale. Eh ben, pardon, mais non. C'est vrai que les journalistes derrière, moi je suis quand même étonné des journalistes qui réagissent pas derrière en disant que c'est une énorme sortie de route de Thierry Ardisson. C'est vrai qu'il n'y en a pas un qui a fait un article là-dessus. Oui. Ce que j'éprouve d'abord, quand même, honnêtement, c'est une grande tristesse. Même aussi pour lui, Une profonde tristesse. Une tristesse pour lui, mais une tristesse tout court. On a un pays qui va pas très bien, on a plein de problèmes, et ça, c'est pas un problème. Venir s'en prendre à 2 millions de téléspectateurs qui, tous les soirs, effectivement, trouvent un moment de plaisir et de bonheur, on n'a pas à juger ça. Fin de l'histoire. Et je trouve que c'est très terrible. En fait, qu'il ait un problème avec vous, qu'il ait un problème. Pour ça, j'ai envie de dire quelque part, battez-vous dans la boue et on règle le problème. Mais non, mais je veux dire quelque part. Ce que je veux dire, c'est que ça vous concerne vous, ça le concerne lui, mais les téléspectateurs, ça les concerne pas. Je vais raconter aux téléspectateurs. Moi, j'ai eu plein de problèmes avec Thierry Ardisson. Voilà, plein de fois, j'ai dû lui dire ce que je pensais de lui. Et même un jour, je vous le dis, même sa femme m'a laissé un message qui m'a dit, il est très triste parce que tu l'as engueulé. Bah oui, parce que Thierry Ardisson, le problème, c'est que dès qu'il est derrière les caméras, il insulte tout le monde. Et moi, je l'ai vu un jour en retour. Je suis avec mon ami Loïc, qui est aussi mon bras droit. On est dans une loge et on voit Thierry Ardisson me fracasser sur le plateau alors que je dois faire l'émission chez lui. Donc je l'ai fait monter dans ma loge et j'ai eu une petite explication avec lui. Et voilà. Et après, il a dit oui, mais non. Il est jamais franc, Thierry Ardisson. Si demain je suis devant lui, je sais qu'il va pas avoir les mêmes propos que ce qu'il a à la télé. Je le connais par cœur. Voilà. Et il est extrêmement lâche. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est un monsieur, Thierry Ardisson. Et c'est vrai que moi, ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Vraiment, je suis vraiment peiné de le voir comme ça parce que il était en guerre avec Marc-Olivier Fogiel, avec Alessandra Sublet, avec Coé, oui, bien sûr, on l'a déjà dit, Fogiel, avec plein de gens. Et c'est vrai que voilà, à chaque fois, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit après? Alors, après l'émission, on a fait une photo tous les trois. Oui. Bon, que j'ai d'ailleurs. Oui. Et il m'a dit t'es génial, je t'adore, c'est formidable ce que tu fais. Donc je m'attendais pas à ça. Il me dit sans rancune. Sans rancune. Mais donc j'étais un peu étonnée de la dichotomie entre le direct et le off. Mais bon. Bien sûr. Thomas Guénaud-Exou, en non, je vais juste te dire, si je peux me permettre, t'es content, tu vas avoir tes articles. Il m'a dit ouais. Ouais, ça, oui. Il veut faire du buzz. Et c'est le cas. Voilà, après c'est vrai qu'il est hors jeu et on peut. Voilà, moi je vous dis. Est-ce que ça sert à quelque chose de tirer sur l'ambulance? Oui, sur lui, non. Ah non, c'est pour ça il est hors jeu, le pauvre. Voilà, il me fait un peu de peine, mais voilà, comme il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, on est obligé d'en parler. Non, après, Thomas, oui, dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sur ce sujet-là, ça me fait de la peine que Thierry Ardisson sorte du paysage médiatique par étapes, de cette façon-là, sur des polémiques à la con, parce que, quand j'étais étudiant, je ratais, mais jamais, absolument jamais, tout le monde en parle. Ouais, il a fait des émissions. Et donc, pour moi, Thierry Ardisson, c'est un géant de la télévision. Et avant ça, il y avait Lunettes noires pour Nuit blanche, il y avait etc. etc. Et donc, on se dit, à un moment, c'est mieux de s'arrêter, en fait. Exactement, c'est ça. Et où on peut, nous, se dire, oui, en fait, on a eu un très grand monsieur de la télévision. Et donc, moi, je choisis, personnellement, d'oublier cette séquence. Je fais exprès. Ouais, c'est comme certains épisodes de Rocky ou de Rambo. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, pour moi, ils n'existent pas. Si, tout. C'est un peu la même logique. Jean-Michel, ça, Rocky. Bah oui, c'est vrai. Je suis comme vous, je suis triste parce que maintenant, ça a été une star. Un star en France. Maintenant, il est sur les quais, il voit tous les trains partir, il monte jamais dans un train parce qu'il est un peu has-been. Du coup, il est aigri, il est jaloux. Et du coup, ça devient pathétique parce que du coup, il tire sur tout le monde parce que c'est sa seule façon d'exister aujourd'hui, c'est un peu de dézinguer tout le monde. Mais c'est pas tout le monde, c'est que Cyril. Oui, Cyril, mais enfin, le public accessoirement quand même, pardonnez-moi. Enfin, je trouve que vous balayez ça d'un revers de manche. Oui, Gilles. Moi, je vous trouve plein de mansuétudes. Hein. Ah oui, mais non, mais ok, d'accord. Mais ça va. C'est Thierry Ardisson, les chéris. Hitler, ça va pas sur les droits. Oui, mais bon, c'est non. Pour moi, c'est non. C'est vraiment ça pour le coup. Ça pour le coup, là, il y a un sujet. Il a un jeu public aussi. Un connard aussi. L'histoire comparé à vous. Et c'est vrai que il y a deux choses. Il y a ça qui, pour moi, est inacceptable. C'est inacceptable. Encore une fois, mon pire ennemi, je le comparais pas à Hitler, quoi. Non, mais là, on va dans du délire. Et la deuxième chose, effectivement, je vous rejoins, c'est que ce dérapage-là, il doit faire la une de tous les sites médias, de plein de journaux.
journaux, etc. Ardisson dérape, il compare Hanouna et Hitler, c'est factuel. Ils titrent tous Ardisson dézingue, mais c'est pas dézingue. Il a rien dézingué du tout. Moi, Thierry Ardisson, voilà, je vous le dis, moi j'ai du travail aujourd'hui, tout va bien. Thierry Ardisson, il est chez lui, malheureusement. Voilà, j'espère. Il a dit j'ai une chaîne YouTube. Voilà, exactement. J'espère pour lui qu'il va retrouver du travail parce que sinon il dérape à chaque fois. Il a déjà 75 ans. Oui, c'est vrai. Une belle vie, les mecs. Attendez, vous voulez qu'il voit jusqu'à quel âge? Il est bien, il vient de temps en temps. De temps en temps, il va dans des trucs comme ça, il gueule, et puis il rentre chez lui. Vous êtes marrant, vous trouvez du travail. Il a eu une belle vie, il a fait des émissions de télé, il a 75 ans. Ce qui est drôle, c'est qu'il dit lui-même, vous savez, la télé, c'est comme le rodéo, vous tombez du cheval, vous êtes mort. Bah, c'était tombé de cheval, frérot, ça y est, arrête. Mais c'est quand il était sur le cheval qu'il a dit ça. Insiste pas, en fait. Qu'est-ce que tu vas dire, Aline? Retrouvez, pas dire, Aline? Non, il dit ça quand il était sur cheval. Oui, quand il était sur cheval. Non, moi, je trouve que tout a été dit. Effectivement, oui, comme l'a dit Thomas, moi, à mon époque, effectivement, jeune auteur, aller à Tout le monde en parle, c'était vraiment. C'était magnifique. Mais on suppliait les attachés de presse. C'était vraiment un rendez-vous, rive droite, rive gauche. C'était des émissions vraiment que je ne loupais pas. Aujourd'hui, effectivement, j'ai pas envie de taper sur lui. Je trouve juste que c'est hallucinant de mépriser les téléspectateurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il dit soit 2 millions, 5 millions. C'est de la jalousie. En fait, je leur chie dessus. C'est de la jalousie. Oui, mais c'est un dérapage. En fait, quand on est un homme de télé, on sait qu'on n'existe que par les téléspectateurs. C'est un dérapage, mais moi je pense qu'ils auraient dû quand même réagir autour de la table. Autour de la table, l'animation est faible. Voilà, j'aime bien Mélanie, mais plus que faible. Oui, mais Cyril, au moins Mélanie Taravant, elle invite tout le monde. On peut quand même lui donner ce crédit. Elle vous invite pour faire du buzz aussi. Après, elle savait qu'elle construisait ce truc-là aussi. Non, parce que non, l'article du Parisien est sorti la veille et j'étais invitée depuis 15 jours. Elle n'imaginait pas un seul moment qu'elle allait poser ça. Bien sûr. Sur le Parisien, non. Mais Sarah, c'est 8 peut-être. Parce qu'elle t'invite, qu'il faut qu'elle a le droit de bien sûr. Parler. Ah non, mais ça, oui, sûrement. Mais Sarah, vous êtes trop naïve. Pardon, mais elle doit prendre la parole et dire. Là, ça va trop loin. On a le droit de ne pas aimer Cyril Hanouna, on a le droit de ne pas aimer TPMP, on a même le droit de penser qu'on est tous des connards. Mais là, c'est un point de, là, c'est un stop. Pas les téléspectateurs et pas Hitler. Moi, il y a un truc que je piche pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissiez ce gars? Oui, je connaissais parce que, comme tout le monde, j'ai regardé. J'étais un petit peu jeune, mais j'ai regardé avec ma mère, avec ma famille. Et donc, oui, ça, en soi, il n'y a pas de souci. On sait que c'est un grand animateur. Mais moi, je le vois du coup là comme un monsieur un petit peu vieux qui est dépassé par son aigreur et qui ne se rend plus compte de ce qu'il dit. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on lui pardonne tout aussi, dans le sens où on se dit que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le monsieur il est vieux, il devrait partir à la retraite, mais il lâche pas l'affaire, mais en même temps il sait qu'il est forcé de partir à la retraite. Donc c'est compliqué pour lui aussi parce qu'il a plus rien et ça fait de la peine plus qu'autre chose. Et je le considère comme un vieux monsieur un petit peu aigri, comme on en rencontre dans la rue quand on va à la boulangerie, quoi. Mais elle a raison. Et ce qui est terrible, c'est quand vous traitez Hitler, il compare les 2 millions de téléspectateurs à des nazis. Il y a 2 millions de nazis qui vous regardent tous les jours. 5, c'est 4 millions. Oui, plus que ça, évidemment. Isabelle, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est exactement ça. Je trouve que c'était une très bonne idée de ressortir l'archive de 2016 ou 2017. Parce que là, on voit évidemment quand il en bénéficie, il trouve ça tout à fait normal. Et quand brusquement il en pâtit, il vire Kazakh à une vitesse tellement affolante que c'est stupide, quoi. Ça fait et Hitler, effectivement, il faut le reprendre. Je sais pas, ils n'ont pas le droit de s'autosaisir l'ARCOM, mais c'est impensable que personne ne leur ait dit jusqu'à présent ça, quoi. Après, le fait qu'il dise à Sarah que c'était formidable, qu'il la remercie, que c'était une bonne séquence, prouve quand même que dans sa lucidité, il cherche un moment de télé. C'est-à-dire qu'il veut être invité. Enfin non, mais même dans ses sorties de route, il va être peut-être invité sur d'autres plateaux. Là, quand même, je sens qu'il a plus le contrôle. Moi, je vous dis là, je le sens quand même. Le moment où il perd le contrôle, c'est très clair. C'est quand il dit il n'y a plus de star. Je dis Cyril Hanouna est une star. Et c'est le moment où ça brille complètement. Et là, quand il dit je méprise 2 millions de téléspectateurs, là, il est en roue libre. Il n'est plus du tout dans le contrôle, le buzz. Là, il dérape parce que c'est l'ego qui est touché, tout simplement. Et quand je lui dis non, vous ne pouvez pas dire ça, il dit et j'en méprise même 5 si je veux. Je vais prendre le contre-pied de ça. Même là-dessus, vous n'arrivez pas à être d'accord? Non, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que dire Cyril Hanouna est une star, j'ai envie de dire, presque, moi, Cyril Hanouna, je le connais un peu quand même, et de dire, putain, vous voulez pas lui foutre la paix juste 2 minutes, quoi? En fait, vous avez le droit de pas l'aimer, on a le droit de pas l'aimer, Cyril Hanouna. Je veux dire, vous avez le droit de pas l'aimer, et ne l'aimez pas, tant mieux, quoi. Genre, quelque part, tant mieux. Mais putain, mais vous voulez pas. Enfin, je comprends pas que ça devienne un sujet. C'est ça que je comprends pas, en fait. J'ai jamais compris ça. Moi, je vais vous dire pourquoi, parce que ça, je vous le dis, ça leur a fait faire une des meilleures audiences. Mine de rien, voilà, sur les journalistes, forcément, dès que tu mets Thierry Ardisson des Zinc, ça fait des clics. Donc forcément, il y a plus de. Ça tient qu'à ça, putain, si on en est là, malheureusement, on en est là. Mais mine de rien, c'est la première fois qu'on voit des images de cette émission-là. C'est triste. Oui, c'est vrai. Malheureusement, on en est là. Exactement. Bravo. On n'a jamais vu cette émission. Et même la fabrication du plateau, Sarah
Barbara et Thierry Ardisson, elle n'est pas faite par hasard. Bien Ils savent très bien qu'à un moment donné... Non, mais là vous avez ils essaient de faire du buzz, mais ils veulent pas, mais ils l'avouent pas. Mais en fait, ils sont venus me voir avant en loge maquillage et ils m'ont dit la première partie, Thierry Ardisson parlera de son livre. Deuxième partie, Thierry Ardisson répond aux questions, mais vous n'êtes pas obligé d'intervenir. Sauf que la question, c'est que pensez-vous de l'article du Parisien bien sûr. C8. Déjà, on va revenir sur l'article du Parisien dans un instant. Tiens, il a un cadeau pour vous. Oui. Pour vous. Et pas pour moi. Oui, pas pour toi. Non, désolé. Il se lève. Des chocolats empoisonnés? Non. C'est un geste de paix, c'est une boîte de chocolat. Bravo. Je sais pas. Alors, je précise. Lorsqu'on est parti du mauvais pied, on ne va pas se foutre sur la gueule tout le temps. Et attention, juste une précision. J'en avais pour les chroniqueurs. Mais je suis désolé, ça a été confisqué par Cyril. Merci mon Thomas. C'est cadeau. Merci mon Thomas. Désolé. J'espère que vous n'êtes pas allergique et je vous jure qu'ils ne sont pas empoisonnés. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va parler de tout ce qui s'est passé avec le Parisien. Il y a Big Laoui qui arrive avec Michel Marie et il y a Boris Bucco, je crois. À tout de suite sur Merci d'être avec nous, il est 20h47. On est en direct et c'est touche pas à moi. Regardez, Fabrice, alors on fera le débat demain, mais vous restez avec nous parce que je vais vous réagir sur un autre truc. Comment ça va? Comment ça va? Bien. Alors il y a eu des tweets là qui sont arrivés sur Thierry Ardisson. Voilà, donc apparemment j'ai vu des tweets. Éric Morillo, des mignons tout plats. Ils sont décorés. C'est vrai qu'il a été décoré, Thierry Ardisson. Légion d'honneur. Le 11 il a avril. été décoré de Légion d'honneur, Thierry Ardisson, et il dérape comme ça dans le truc, mais tranquille. Pour la Légion d'honneur. Mais quand je vous dis qu'on est dans un pays de fous, c'est une rigolade. Sur lequel il conchiait quelques mois plus tôt, donc c'est Éric Morillo, un peu comme sur son ancien public de C8, mais une fois après avoir pris le pognon de Bolloré, pas con le royaliste avec l'option révolutionnaire bouffon. Bravo Éric Morillo. Voilà. S'il y a d'autres tweets, n'hésitez pas. Il y en a d'autres ou pas? Merci. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Ah, oui, Clément Garin, donc, qui dit Hitler a été élu au suprême universel, c'est juste une honte de tenir un tel propos en direct sur le service public. Et je regrette. Ça, c'est vrai que, mine de rien, les mecs. En plus, c'est historiquement il a raison, Marie. C'est faux, oui. Impossible qu'elle ne réagisse pas. C'est une faute. À croire que les émissions qu'a fait Thierry Ardisson traînaient vodka, champagne et rails de coke à foison pour qui on voulait, c'est vrai. Je suis assez. Il faudra voir ça, mais. C'est vrai. Oui. Voilà, nous, c'est vrai que c'est plus Frestagada, bouteille de soda, dosette Tassimo. Ils savent que c'est la télé, tout ça. Corbeille de fruits frais, merci. Surtout chocolat, là, parce que j'en ai pas mal mangé. Merci. Bon, il est là. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Bonsoir Big Laoui. Dans un instant, les chéris, on reviendra bien sûr sur les 5 choses du jour. Alors, la révélation du jour, bien entendu, ils mettent la révélation du jour, comme ça, on ne savait pas ce que c'était. La révélation du jour, c'est bien sûr, je vais réagir à tout ce qui s'est passé ce week-end, forcément. Vous savez, voilà. Le vrai du faux, hein, bien entendu. Bonsoir, vous. Ça va, Big Laoui? Pleine forme. Jennifer Lopez et Matt Damon se plaignent du bruit chez leurs voisins, les Beckham. Eh ben oui, parce que vous savez que les Beckham, ils ont acheté une... Ils ont acheté une propriété. Non, même pas le coq. Non, ils ont acheté une propriété à Miami, vue sur mer. Enfin, ils ont une maison sublime, 1300 mètres carrés sur 3 hectares. Enfin, très bien. Mais leurs voisins, d'un côté, c'est Jennifer Lopez, et de l'autre, c'est Matt Damon. Ouais. Et alors, paraît-il que cette maison est très très bruyante depuis qu'ils occupent cette maison. Alors, c'est une très grande maison, hein. Il y a 9 chambres, 9 salles de bain. Il y a des demi-salles de bain. Alors ça, faut le savoir. Je ne sais pas ce que c'était avec des demi... Non. Je ne savais pas ce que c'était en immobilier aux États-Unis, les demi-salles de bain. C'est quand vous avez les toilettes dans la salle de bain. On n'appelle pas ça une salle de bain, mais une demi-salle de bain. D'accord. C'est comme ça, c'est dans le règlement aux États-Unis. Et alors, ils sont très bruyants, on entend des cris, la musique trop forte. Des grandes fêtes autour des matchs, etc. Et alors, ça commence à devenir pénible pour ces deux voisins. Donc, ils n'ont pas déposé plainte. Ils ont essayé de faire un conseil, déjà, de se voir un peu entre eux pour arrêter ce bruit parce qu'ils ne supportent plus. Très bien. Britney Spears, apparemment, elle s'est mariée. Avec elle-même. Oui, alors ça, c'était... Oui, elle s'est mariée dimanche, hier. Bon, vous savez, vous connaissez les unions. Hein, elle a eu plusieurs unions, notamment son premier mariage avec Kevin Federline. Vous savez, son premier mari. Après, elle avait Sam Asghar, qui lui était un chorégraphe, danseur chorégraphe. Vous vous souvenez pas de ça? Et là, récemment, elle était avec un garçon qui était son Paul Solis. Paul Solis, c'était son homme d'entretien. Il était venu lui réparer la chaudière et l'électricité. Et en fait, il est resté. Finalement, il est resté. Et c'était son petit ami pendant pratiquement un an et demi. Ah, au départ, il est venu réparer la chaudière, il est resté avec elle. Ça ne marchait plus. Bah, sympa, ouais. Ça se rigoler. Heureusement qu'il n'est pas venu réparer les stores. Hein. Non, mais c'est incroyable. Ça peut arriver. C'est comme ça arrive à n'importe qui. C'est souvent. Non, vous êtes déjà sorti avec quelqu'un qui est venu réparer votre chaudière, vous? Non. Bah, voilà. Pas encore. Si. Bah, personne ici, non? Voilà, Isabelle. Les plombiers, c'est un classique. Merci. Quoi? Les plombiers, c'est un classique. Les électriciens, c'est un classique. Bien sûr, oui, bien sûr.
Les plombiers, c'est un classique. Dans les adultères, oui, bien sûr, c'est n'importe quoi. Alors là, enfin, en tout cas, bien d'avancer. Non, mais vous dites une connerie avec un C'est vrai, moi j'ai un pote qui est livreur et les dames lui ouvrent la porte à poil. Mais arrêtez. Ah, je vous jure, bien sûr. Mais arrêtez, vous êtes des... Ah si, c'est vrai. Bah, Raymond, ça m'est arrivé, ça. Alors moi, je livre pas chez les gens. Alors elle s'est mariée avec que je change de boîte. Alors elle s'est mariée avec elle-même. Très bien. Elle a dit j'en ai marre maintenant, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vais me marier. Donc elle a mis une photo d'église sur ses réseaux, etc. Et elle part en voyage de noces. Avec elle-même. Une lune de miel solitaire. Mais non. Sur des îles en Turquie. Non, c'est pas en Turquie, c'est les îles Caicos, c'est Turk et Caicos. Je crois que c'est en Turquie. C'est pas possible de réindiquer. Non mais merci Gilles de rectifier. Mais Turk et Caicos, mais rien à voir en fait. Il y en a un qui suit quoi ici. Turk et Caicos, c'est dans les îles turquoises. Ah très bien. C'est ça, hein, Gilles. Rien à voir avec la Turquie. Rien à voir. Très loin de la Turquie. Exactement. Franchement, vous êtes vraiment un ami. Claude François. Ah, Claude François. Alors oui, on parle de son moulin, puisque c'est le week-end. Parce que ce week-end, les actuels propriétaires, depuis 26 ans, ont fait une interview au journal Sud-Ouest et ils ont raconté que ça fait 26 ans qu'ils se battent, etc. Ils ont restauré une propriété qui était totalement tombée en ruine 6 ans après la mort du chanteur en 78. Alors, il faut savoir que Clo-Clo, est-ce que vous savez pourquoi il avait acheté ce moulin à Danemois? Il avait hésité entre deux propriétés dans l'Essonne, à l'époque, en 1964. Il avait acheté cette propriété. En tout cas, c'est ce qui a fait sa décision importante. C'est parce qu'on lui avait raconté l'anecdote que Jeanne d'Arc, dans la nuit du 4 au 6 mai 1429, elle avait dormi, justement, dans cette propriété. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc, mandatée par... En 1429, elle a dormi dans un moulin? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Vous foutez de qui, là? Non, parce que c'était la maison. Il faut savoir que le moulin, c'était la plus grosse maison souvent du village. D'accord. Et alors, le campement de Jeanne d'Arc s'est mis autour du moulin de Danemois. Et on lui a réservé une chambre dans ce moulin. C'est elle qui dirigeait les troupes du roi Charles VII, quand même, pour aller délivrer Orléans. Le 8 mai sur la 6. Gilles. Sur la 6. Voilà. Non, c'est pas du délire, c'est une donc, vraie le histoire. moulin, il date de 1429, le moulin de Danemois, je l'ai visité, il est hyper moderne et tout. Non, mais ça va pas. Ils l'ont refait. Non, ils l'ont refait. Non, la première bâtisse, elle est du XIIIe siècle. Calmez-vous. Non, du XIIIe siècle. Je connais bien l'endroit quand même. Et alors, donc, ils ont tout restauré, ces propriétaires, monsieur et madame Lescure, et ils en ont fait un endroit qui est une des propriétés les plus visitées d'Île-de-France aujourd'hui, après le château de Versailles. Merci. Je me le rappeler. Merci. Mais sinon, et puis il a abrité ses amours avec France Gall. Claude François. Pourquoi vous chuchotez? Parce qu'il faut pas que ça se sache. C'est l'amour avec France Gall. Au départ, il faut pas que ça se sache. Il faut pas que ça se sache. Complètement secrète la liaison France Gall Claude François. Ah, je savais pas. Eh oui, le premier rapport sexuel a eu lieu le 22 septembre 1964. C'est bon. Attends. Mais t'étais là? Je vais vous raconter. Mais t'étais pas là? Je vais vous raconter. Un jour, France Gall m'a invité à déjeuner chez elle, rue de Monceau, à Paris. Ouais. Parce qu'elle voulait visionner des photos à l'époque avec Claude François. Ouais. Et elle m'a raconté, parce que c'est pendant les coulisses, pendant les répétitions de son Olympia, qu'il a fait entre le 23 septembre et le 10 octobre à l'Olympia en 64. C'est là que ça s'est fait. D'accord. Voilà. France Gall. Dans la loge à l'Olympia. Mais c'est elle qui me l'a dit. Je la tiens de la bouche du cheval. On ne peut pas inventer cette... Je peux pas inventer cette... Et quand elle a gagné l'Eurovision, il lui a pourri la tête. Il l'a laissé dormir sur son paillasson sans ouvrir. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, puisqu'on ne sait jamais, on peut revenir vers vous à tout moment. Allez, l'OQTF qui avait menacé des passagers et des policiers avec un couteau de 20 cm ne sera pas poursuivi, apparemment. C'est Amaury Bucco. Oui, je vous raconte les faits d'abord, Cyril. Ça s'est passé à Bobigny vendredi dernier, dans l'après-midi, dans la ligne de bus 615. Vous avez en fait d'abord une dame qui voit un homme au fond du bus avec un couteau et qui prévient les médiateurs de la société Transdev. C'est celle qui s'occupe des transports là-bas. Et à ce moment-là, plusieurs médiateurs rentrent dans le bus, s'approchent de cet homme. Ils voient qu'il est assez agité, qu'il est debout et qu'il tient des propos en arabe. Et vous avez une médiatrice qui a des notions et qui comprend en fait qu'il menace tout le monde. D'accord. Ils appellent la police, ils font le 17. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'à ce moment-là, cet homme sort un couteau de 20 cm de son sac. Et donc, évidemment, la police arrive rapidement. Cet homme est interpellé, déjà très difficilement, puisqu'il se rebelle, il frappe les policiers. Et sur son profil, effectivement, il était sous OQTF, il a 24 ans. Et à l'issue de son interpellation, le parquet de Bobigny
aurait décidé effectivement d'un classement 61 de ne pas le poursuivre. Alors ce qu'il faut comprendre, ça peut être étonnant, mais ça arrive souvent avec des OQTF. C'est que soit vous avez l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet qui prend le pas, soit c'est l'autorité judiciaire. Ouais. Le problème de l'autorité judiciaire, c'est qu'on sait que ces personnes, quand elles passent en jugement, souvent elles sont relâchées à l'issue. Donc là, en l'occurrence, ce qui s'est passé avec lui, c'est que c'est le préfet qui a décidé d'un placement au centre de rétention pour mettre à exécution son OQTF et le renvoyer chez lui. Et donc, on ne l'envoie pas dans le circuit pénal. La question maintenant qui va se poser, évidemment, c'est est-ce que l'Algérie va accepter de le reconnaître comme un de ses ressortissants, donc de délivrer ce fameux laissez-passer consulaire que l'Algérie en ce moment ne veut pas donner pour pouvoir l'expulser. Sinon, dans plus de 60 jours, il sera de nouveau dehors et pas condamné. 90 jours. D'accord, mais c'est quand même incroyable encore. Encore une fois, ça, c'est fou. Vous, Fabien Lecœur, Anthony Delon a une idée au sujet de la propriété de son père. Oui, vous savez qu'il était au Festival des Lumières à Lyon là, ce week-end. Et il s'est exprimé sur scène, justement, et parce qu'il a avoué avoir le projet de transformer la propriété de Douchy en musée. D'accord. Et bien sûr, en accord avec ses sœurs, que ce soit Anouchka, enfin sa sœur et son frère Alain Fabien. Mais ce qui est important, parce que je sais que je l'ai annoncé ici dans cette émission, alors même si Géraldine Maillet avait douté de ce que je disais début septembre, en toute gentillesse, vous vous souvenez? Absolument. Et alors, et moi je savais que ça allait finir en musée. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un chanteur qui se fait enterrer dans sa propriété, vous savez, il y a le rêve d'un chanteur, quand on a le succès d'Alain Delon, de Michael Jackson. Mais il n'est pas chanteur, Alain Delon. Non, mais d'un chanteur ou d'un acteur, si vous voulez, de ses grandes personnalités. Leur rêve, c'est l'immortalité. Et quand vous arrivez, c'est un problème humain d'ailleurs. Vous relisez la comédie humaine de Balzac, vous retrouvez tous les personnages du 19e, vous les avez aujourd'hui. Non, mais c'est très important. Et donc, et en fait, c'est évident, il y a une centaine d'hectares. Ce qu'a expliqué Anthony Delon, au moins 55 sont consacrés aux visites, au musée. C'est évident que ça va finir comme ça. C'est la plus grande star française et mondiale aussi pour le cinéma français, en tout cas. Et c'est évident que ça va se finir en musée parce que les gens rêvent d'aller le voir, d'aller lui mettre une fleur sur cette chapelle, etc. C'est humain, en fait. Je ne suis pas du tout sûr que ça finira en musée parce qu'Anouchka n'est pas d'accord. Voilà. Anouchka n'est absolument pas d'accord. Elle dit que les volontés de son père, vous pouvez faire un signe, mais elle dit que les volontés de son père... Rendez-vous dans 2 mois. Elle dit que c'était pas la volonté de son père, qu'il voulait pas que ce soit un lieu public, pas un musée. Propriété... Ça fait au moins un tiers de la fratrie qui s'oppose au projet. Bon, ça fait qu'un tiers. Il y a quand même les 2 tiers. Ce qu'il faut bien expliquer quand même, c'est que quand vous achetez, sincèrement, quand vous faites enterrer dans votre propriété, c'est pas pour rester abandonné, etc. Je pense qu'il y a quand même, au fond, une réflexion, quelque part, un sentiment d'immortalité. Et ça, vous pouvez pas l'enlever. Et d'ailleurs, c'est tout à son honneur, Alain, et les enfants d'Alain Delon aussi, de transformer l'essai, quelque part. Michel Marie, un homme et son chien attaqués à coups de couteau dans un parc. Oui, alors c'est 3 hommes et 4 chiens. Ouais. Le père et ses 2 fils qui promènent leurs 4 chiens. Ça se passe au parc interdépartemental entre Créteil et Choisy-le-Roi. Et ils ont maille à partir avec un individu qui ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales et qui s'en prend aux chiens pour commencer. Le maître, les 3 adultes tentent d'intervenir et là ça finit en pugilat où un des fils qui est âgé de 28 ans va recevoir plusieurs coups de couteau, 3 coups de couteau, notamment au thorax. Le chien, un des 4 chiens va sauter sur l'agresseur au couteau, va le mordre très, très violemment. Et le chien va être poignardé lui aussi à 2 reprises. La police arrive et effectivement récupère l'individu qui est connu des services de police, qui a des tresses jusqu'au milieu du dos. Le chien a été sauvé et le maître également. Il était transporté à l'hôpital dans un état grave, mais il a été sauvé. Mais l'attaque concernait le chien au départ. C'est un type qui ne supporte pas les chiens. Et là, il tombe sur 3 hommes avec 4 chiens. Ça lui plaît pas. Mais je pense que la réponse est psychiatrique. Très bien. Bernard Campan. Oui, Bernard Campan qui a donné une interview la semaine dernière, en fait, à l'occasion d'un projet, c'était encore un projet pour refaire revenir Les Inconnus au cinéma. Ça, c'est plutôt une grande nouvelle. Mais surtout, il s'est livré à des confidences en disant que lui, il avait touché, durant le grand succès des années 80-90, Les Inconnus, il s'est livré à cette confidence qu'il avait touché à toute forme de drogue. Et alors, c'était surprenant, parce qu'il ne s'était jamais révélé là-dessus. Et voilà ce qu'il a dit. Alors, on était surpris de ces témoignages.
Et apparemment, aujourd'hui, il fait plutôt de la prévention pour tous ceux qui osent toucher à ça. Ce qui est plutôt bien, d'ailleurs. Pour dire surtout, n'y touchez pas, ne faites pas comme moi dans les années 80-90. Je pensais que, et finalement, je me suis trompé. Et voilà. Donc, il fait beaucoup de prévention aujourd'hui quand on aborde ce sujet. Mais c'était une confidence. On était très surpris de cette révélation. Oui, Gilles. Il dit qu'il a arrêté par peur. Peur que ça aille trop loin, peur de lui-même, etc. C'est vraiment une interview confession poignante. Merci. On va passer maintenant à cette histoire de policiers lynchés dans une cité marseillaise après une interpellation, Michel. Oui, alors ça se passe dans le quartier de la Castellane, à Marseille, donc Marseille-Nord, là, les fameux quartiers dans le 15e arrondissement de Marseille, où la police, depuis le mois de mars, fait un travail absolument de rouleau compresseur. Ils ont procédé à 856 interpellations, saisi 480 kilos de résine de cannabis. C'est les fameuses opérations place nette. Ils ont démantelé 7 points de deal qui rapportent un fric colossal. C'est ça. Et le problème, c'est que les trafiquants, ils veulent pas perdre les sommes en question. Donc, il y a une tension entre la police et les narcotrafiquants. Les incidents sont multiples. Et ça se passait lundi, donc aujourd'hui. Un groupe de policiers tente d'interpeller en flagrant délit une transaction, donc 2 dealers qui vendent de la cam. Ils les interpellent, ça se passe pas bien. Les policiers n'ont pas le dessus parce que les trafiquants appellent les grands frères, ils battent leur appel. Et là, ça finit dans une bagarre absolument incroyable où les policiers reçoivent des coups, sont agressés par une pluie d'objets, de tessons de bouteilles, de pavés, de caillasses. Ils ont même des chiens, les dealers ont lâché des chiens méchants sur les policiers. Ils ont réussi à s'en sortir en envoyant des grenades de désencerclement. Il y en a un qui est blessé à la main et l'autre qui a une double fracture au niveau orbital. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont quand même réussi à conserver leur prisonnier, le fameux dealer qu'ils visaient dans leur enquête, qui a été déféré devant la justice et qui a été condamné à 1 an de prison ferme avec un mandat de dépôt, ce qui n'est pas énorme. T'as failli perdre ta vie pour 1 an, en fait. C'est ça qui est fou. C'est fou. Et j'ai pas entendu la LFI tweeter, vos amis. C'est un truc de fou. Déclaré mort, il se réveille au moment où son cœur allait être prélevé. Gilles Verdez. Ça, c'est une histoire incroyable qui se passe aux États-Unis il y a 3 ans. Un homme est victime d'une overdose. Il a 36 ans et il arrive à l'hôpital, c'est dans le Kentucky, et il est déclaré en état de mort cérébrale. Sa sœur est prévenue. Elle dit, vu son état, on va débrancher les appareils. C'est le 25 octobre 2021. Elle dit, il faut débrancher, etc. On tente de faire réagir son cœur. Rien ne réagit. Les tests cardiaques négatifs. On tente de lui faire ouvrir les yeux. Rien. Donc, du coup, on pense qu'il va mourir. Mais comme il avait fait don d'organes, au moment où on prélève ses organes, il ouvre les yeux. Il se réveille. Et à ce moment-là, les médecins arrêtent évidemment le prélèvement, juste avant sa mort. 3 ans après, aujourd'hui, il va très bien. Et tous les gens qui ont participé au prélèvement balancent en disant il faut en tirer l'expérience. Ça a été caché, parce que les médecins avaient peur de la réaction. C'est un miraculé absolu. Donc aujourd'hui, ils réfléchissent à la manière de changer ces prélèvements d'organes pour le faire plus sérieusement, comme on le fait par exemple en France. Un homme de 77 ans tué par son voisin, la tronçonneuse. Incroyable cette histoire à Moribond. Oui, Cyril, ça s'est passé ce week-end à Verberie. C'est une petite ville de 3800 habitants près de Compiègne. On est samedi matin, en fin de matinée, et un homme, effectivement, fête ses 77 ans. Et à ce moment-là, débarque chez lui un voisin de palier avec une tronçonneuse qui le tue. La victime s'appelait Jean-Louis, c'était un retraité, il était relativement vulnérable puisqu'il avait des problèmes de santé. Il était sous respirateur artificiel, d'ailleurs il sortait moins, mais ça ne l'empêchait pas d'être très apprécié dans cette ville par ses proches, ses voisins. Certains allaient lui promener son chien, d'autres allaient lui faire ses courses, et plusieurs s'étaient rendus justement pour son anniversaire chez lui pour lui souhaiter bon anniversaire. Et ces malheureux voisins sont tombés sur la scène de crime. Vous en avez un par exemple qui sont confiés aux Parisiens, qui raconte « Quand je suis arrivé, il avait une tronçonneuse à la main et venait de le tuer. Il s'est tourné vers nous et nous a dit « À qui le tour ?» Il avait du sang partout sur lui. Je lui ai demandé de se calmer. Il est resté dehors en attendant les gendarmes. En quelques secondes, il est passé de l'hystérie au calme plat, assis,
Sur le trottoir, les bras en l'air, un autre voisin et témoin dit heureusement qu'il n'avait pas une tronçonneuse thermique, parce que c'était une tronçonneuse électrique, sinon on y serait tous passés. Alors, qui est ce voisin et meurtrier présumé? Il s'appelle Johan, il a 30 ans, c'est un ancien boucher, il a déjà été condamné en 2019 pour violence aggravée. Mais ce qui est inquiétant, c'est son profil psychiatrique, puisqu'il était schizophrène. Il avait d'ailleurs été interné quelques mois plus tôt à l'hôpital psychiatrique de Fils-Jem dans l'Oise. Sauf qu'il ne prenait plus ses médicaments. Il était donc en rupture de traitement et c'est probablement ce qui a provoqué son passage à l'acte. Et pour sa famille, pour la famille du meurtrier présumé, il y a donc une très lourde responsabilité de l'hôpital Fils-Jem où cet homme était hospitalisé quelques mois avant. En fait, on a pu parler avec sa sœur aujourd'hui qui nous a dit en réalité que son frère était suivi depuis 6 à 5 ans, qu'il avait donc été interné pendant 1 mois un peu plus tôt et qu'à sa sortie, les autorités médicales avaient décidé de le laisser sortir en lui donnant un traitement, mais sans contrainte. Et donc, il devait, entre guillemets, il était lâché dans la nature et devait se mettre lui-même les médicaments dans la bouche, mais il faisait un peu n'importe quoi. Et donc, qu'il avait probablement eu cette bouffée de délire à cause de cela. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est d'abord, la justice va déterminer s'il est responsable pénalement. Et ensuite, il y a une question qu'on devrait se poser, c'est s'il est irresponsable pénalement, qui est responsable? Est-ce que ce n'est pas l'hôpital psychiatrique qui l'a laissé sortir sans contrainte psychiatrique? Bien sûr. Très vite, Kylian Mbappé, avant de parler de ce qui s'est passé ce week-end, bien entendu, on va revenir sur toutes les rumeurs concernant TPMP et moi-même. Mais juste, Kylian Mbappé, on en est où? Très vite, il a marqué un but. L'affaire se calme en France, mais en Suède, ça rebondit beaucoup parce que les médias suédois veulent savoir est-ce que c'est vraiment lui qui est cité dans la plainte et qui est la plaignante. Et il y a un journaliste suédois très connu, il s'appelle David Lagercrantz, qui écrit des bouquins sur le football, qui a dit qu'il craignait le pire pour la plaignante. Il craint un torrent de haine, il craint qu'elle ne s'en remette jamais. Il dit « je sens la pression sur elle, que l'enquête soit close ou non ». Le poids d'un monde sur ses épaules et sa solitude. Donc voilà, maintenant on attend de savoir si c'est vraiment Mbappé qui est cité dans la plainte. Allez, on va parler maintenant ce week-end. Il y a eu un article du Parisien qui a fait énormément réagir, un article de Benoît Daracon. Je voulais revenir dessus puisque tout le monde attendait, tout le monde en a parlé en fait. Beaucoup de gens en ont parlé ce week-end, alors il y a plus grave, mais c'est vrai que tout est parti de cet article qui disait que TPMP déjà s'arrêterait le 20 décembre. Sachez que TPMP va s'arrêter le 20 décembre juste pour les vacances, mais qu'on sera de retour le 6 janvier, bien entendu, et jusqu'à fin février. Donc on sera là, il n'y a pas du tout de débat là-dessus, c'est sûr et certain. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Cet article disait que j'étais en très mauvais termes avec le groupe Canal+. Canal+, donc avec le groupe Canal, qui est donc si on fait partie du groupe Canal+ ici, et le directeur général de la chaîne, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+, a réagi dimanche matin, Gérald Brice-Viré, bien entendu, en démentant bien sûr cette information. Alors qu'en est-il? Sachez-le, nous, donc la chaîne devrait s'arrêter le 28 février. Il y a un recours au Conseil d'État. Donc le Conseil d'État va donner sa décision mi-novembre. À peu près mi-novembre ou fin novembre, à peu près. Si le recours, bien entendu, est accepté et si forcément la sélection de C8 revient et qu'on est resélectionné, puisqu'on a vu que les chaînes qui avaient été sélectionnées ne sont pas prêtes, si on est resélectionné, TPMP continue comme d'habitude sur C8, en direct toujours, etc. Ou voilà, en tout cas, ça continuera. Si éventuellement le Conseil d'État retoque donc notre recours et que C8 disparaît. Il y aura d'autres solutions. Sachez-le, on est en train de travailler sur d'autres solutions. Et pour vous dire, sachez que ça se passe très très bien avec le groupe Canal+. Et il faut que vous sachiez quelque chose. Voilà, moi je suis... je vais vous raconter mon histoire avec l'actionnaire. Vincent Bolloré, c'est pas une histoire de 1 an, de 2 ans. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait 20 ans que Vincent Bolloré me suit, même quand j'étais à l'époque sur Comédie, pour vous dire. Il a toujours été là pour moi. C'est quand il a lancé Direct 8 à l'époque, il m'avait dit, il m'appelait toutes les semaines. Moi, j'étais tranquillement chez moi en train de manger des chips et jouer à la PlayStation. Il m'appelait toutes les semaines pour me dire qu'est-ce que tu fais, etc. Et il me disait à chaque fois, je sais qu'on va finir par travailler ensemble et je te le dis, tu seras, tu auras le plus gros succès en télé de toutes ces années. Il m'a dit, j'espère qu'on le fera ensemble. Donc ça fait des années qu'on se connaît, sachez-le, on se dit tout, on est extrêmement proches, et donc il n'y a aucun problème entre le groupe Canal+ et moi.
J'ai Maxime Saada, le directeur du groupe, pratiquement tous les jours au téléphone, sachez-le. On est en train de travailler sur de nombreuses solutions au sein du groupe pour continuer, bien entendu, TPMP. Donc on travaille sur des solutions. On attend, bien entendu, la décision du Conseil d'État. C'est la première étape. Mais voilà, d'autre part, on a dit également que j'avais vu Nicolas Taverneau, qui est un ami depuis des années et qui est pour moi un des plus grands, un des grands monsieur de la télévision. C'était l'ancien patron du groupe M6 et maintenant il est dans le groupe BFM, RMC, etc. On s'est vu, bien entendu, Nicolas Taverneau, et on se voit, sachez-le, pratiquement toutes les 2-3 semaines. 3 semaines, un mois, voilà. Parce qu'on s'aime beaucoup et on parle de télévision ensemble et il me donne sa vision et je lui donne ma vision. Et c'est vrai que voilà, on a parlé de ce qui allait se passer après et tous les deux on parle, on discute à peu près toutes les semaines, tous les deux, voilà. Donc c'est normal, voilà, que je lui en parle et que je lui dise, voilà, comment il voit les choses. Sachez qu'aujourd'hui, donc la première étape, donc c'est le recours. Si vous avez des questions, demandez-les-moi, peut-être des questions que se posent les téléspectateurs, mais en tout cas, sachez, moi, ma priorité, et je le redis, c'est de conserver toutes les personnes qui travaillent à mes côtés. Et donc tous les techniciens qui sont là. Et donc c'est donc de continuer une émission quotidienne. Bien sûr, direct ou pas, peut-être voilà, avec un petit délai de quelques minutes. Mais en tout cas, c'est de conserver toutes les personnes qui sont là et qu'elles continuent à travailler avec moi et qu'elles puissent se dire, il n'y a même pas eu voilà, de latence et on va continuer ensemble et qu'il n'y ait pas de problème voilà, pour trouver du travail ailleurs parce que des quotidiennes en télé, il y en a peu. Ils ont parlé également, le Parisien, d'un groupe que j'allais monter, un groupe digital. Sachez que oui, c'est le cas, mais ça n'empêche pas de continuer, bien entendu. Télévision, oui, j'ai pour objectif peut-être de monter un gros groupe digital avec de nombreux nouveaux talents et peut-être que je serai amené à demander aux chroniqueurs ici faire des choses dans ce groupe, en tout cas digital, qui serait voilà, un gros truc. Voilà, on a envie de lancer un gros truc digital avec beaucoup de contenu, bien entendu, et que du contenu voilà, important. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vais lancer dans les prochains mois, mais qui n'a rien à voir avec le reste. Donc aujourd'hui, sachez-le, au niveau de la radio, je reste sur Europe 1. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. On attend les premiers chiffres voilà, le 14 novembre, on va voir comment ça marche. Mais si ça marche, bien entendu, je reste sur Europe 1. Donc pour l'instant, rien de nouveau. En tout cas, pour l'instant, la première chose, c'est le Conseil d'État. Après, je dis tout, hein, ils ont parlé peut-être de transfert sur un autre groupe, une autre chaîne. Pour l'instant, sachez-le, je n'ai vu personne. Voilà. Je n'ai pas vu d'autres groupes pour l'instant, puisque je me concentre sur les émissions et je me concentre déjà sur le recours au Conseil d'État. Et ensuite, on verra, voilà, si... mais on essaie en tout cas avec les équipes, et sachez que les équipes de Canal, Maxime Saada, Gérald Brisviré, Franck Apieto, et Vincent Pujol et autres, essayent de trouver des solutions, en tout cas, si le recours se passe mal, pour qu'on puisse continuer à collaborer ensemble. Sachez que j'ai encore 1 an et demi moi, de contrat avec le groupe Canal+. Voilà, donc je voulais vous rassurer les chéris, et c'est vrai que voilà, ça a été un déferlement ce week-end, mais tout va bien, l'émission bat des records d'audience, et j'avais dit, vendredi, on bat tellement de records d'audience